losing my patience. I just came here to vent. Bonsoir à tous, bienvenue à l'école 42, bienvenue ici. Cette conférence est organisée par Students for Liberty, la section parisienne et Paris Transhumanisme. Et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici. Avant de commencer la conférence, on voudrait remercier chaleureusement l'école 42 qui nous a merveilleusement accueillis ici, avec notamment les pixels, je crois qu'on les appelle comme ça. Pour introduire un peu la conférence, le transhumanisme, vous le savez, c'est appliquer les nouvelles technologies à l'être humain pour l'augmenter. Donc le transhumanisme, c'est beaucoup de choses. Il inquiète, il fascine, mais aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est une utopie, que c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la réalité dépasse déjà la fiction. Il y a déjà des applications dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine entrepreneurial, qui montrent qu'on est déjà en train d'augmenter l'homme. Et ça va faire l'objet de la conférence ce soir. On veut aussi se concentrer sur les conflits que le transhumanisme va apporter dans la société, va engendrer dans la société, sur à la fois les plans juridiques, éthiques, économiques, philosophiques. Et c'est ces questions-là qu'on va aborder avec deux individus ce soir, deux électrons libres, Fergan et Vincent. D'abord Vincent Corley, il est biohacker avec un background en sciences sociales. Et il va nous faire un peu un état des lieux de ce qu'est le transhumanisme aujourd'hui, de ce qui est réalisé concrètement. Il va nous montrer que c'est plus vraiment de la science-fiction. Et il va nous faire un peu un état de l'art de ce qui se fait dans la recherche, dans l'entrepreneuriat. Et il va nous permettre de nous interroger sur quelles sont les inquiétudes, les opportunités, les conflits qui vont se créer dans la société vis-à-vis de ça. Pour répondre à ces interrogations-là, ces questions-là, on va, dans un second temps, avoir l'intervention de Fergan Aziari, qui est contributeur régulier du magazine Contrepoint, qui est responsable local de Students for Liberty à Paris, et qui est aussi étudiant en droit et en sciences politiques. Il va, lui, nous donner son point de vue sur comment concilier la tentation de contrôler tout ce progrès technologique appliqué à l'homme avec les considérations philosophiques, juridiques, économiques et sociales qui fondent notre société, c'est-à-dire et plus particulièrement les questions des libertés fondamentales. Avant de commencer, je voudrais qu'on fasse un petit sondage pour voir quel est à chaud. N'hésitez pas à répondre sans forcément trop réfléchir, mais on va se mettre on va faire une mise en situation pour voir si vous allez, quel est votre premier point de vue face au transhumanisme. On va supposer que vous appelez, on va dire, Ostar Pistorius. Vous avez des jambes tout à fait normales. Vous êtes en parfaite santé, vous êtes plutôt sportif. Et comme j'en vois beaucoup ici, et vous avez une envie, c'est de courir le 100 mètres en moins 8 secondes. Et il y a un autre type qui s'appelle Oscar Pistorius, qui a développé qui était lui handicapé, qui a des attelles qui permettent de courir beaucoup plus vite que les athlètes valides, entre guillemets. Et donc vous voulez vous amputer les jambes pour pouvoir porter ces attelles et courir le 100 mètres en moins de 8 secondes. Je vous demande pas, la question c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, mais si vous avez le droit de faire ça. Si vous devez avoir le droit de faire ça. C'est-à-dire, est-ce que on doit interdire ça en se disant bah ça c'est la porte ouverte à toutes les dérives, ou est-ce que en fait finalement il est libre de faire ce qu'il veut, il a le droit de faire ça. Qui pense qu'il a le droit de faire ça? Qui pense qu'il n'a pas le droit de faire ça? Ça devrait être intéressant. Donc on a une majorité qui ne sait pas. Ok. Bon, il y a quand même une majorité qui est pour le laisser faire. On va aborder ces questions-là. C'est un peu ce type de questions qu'on va essayer d'aborder. Et puis on va commencer avec Vincent, si tu es prêt, qui va nous faire d'abord un état de l'art du transhumanisme. Test. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Et là, est-ce que c'est... Oui, effectivement, c'est mieux. Donc bonsoir, ce soir je vais vous parler de transhumanisme parce qu'à la base, je suis un fan de science-fiction.
Depuis tout petit, des films comme Ghost in the Shell ou des jeux comme Deus Ex, ça m'a toujours fasciné. Donc, des univers dans lesquels on présente des humains qui sont augmentés par des prothèses, du génie génétique, et qui sont finalement plus performants qu'un individu normal qui est resté à un stade finalement naturel. Ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que finalement, cette science-fiction, elle est portée par un courant assez sérieusement, le courant transhumaniste, qui veut justement promouvoir ce genre d'augmentation dans le monde actuel. Mon but, si j'arrive à vous convaincre, ce serait de finalement vous montrer que c'est pas tant que ça de la science-fiction, maintenant c'est plus une question d'anticipation, voire même d'actualité. Ah, alors, il faudra demander aux pixels s'ils peuvent augmenter légèrement éventuellement le niveau. Ok, merci. Donc ouais, mon but ce serait de vous montrer ça. Donc bon, rapidement au début, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est le transhumanisme avec une petite définition. Et dans un deuxième temps, ce sera donc vous montrer niveau actualité, qu'est-ce qui se fait déjà aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de la recherche ou de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on a déjà comme résultats qui peuvent montrer que finalement c'est pas si lointain. Et dans un dernier temps, quels sont les risques et les opportunités qu'il peut y avoir avec ce genre de technologie. Donc dans un premier temps, déjà le transhumanisme. Donc le transhumanisme, c'est un courant de pensée. Je ne sais pas si vous en avez bien entendu parler, ça commence à sortir de plus souvent dans les médias, assez souvent. C'est un courant de pensée qui a pour point commun de prôner donc l'augmentation des individus, des capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales, par la science moderne. Donc c'est arrivé à un niveau au niveau d'un humain augmenté, une personne qui est volontairement modifiée par la science moderne. C'est assez proche de la réparation. Enfin, vous allez voir qu'il y a une frontière assez fine finalement entre les technologies médicales actuelles et ensuite ce qui mène à une augmentation. Donc, dans le transhumanisme, on parle souvent de convergence NBIC. Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent donc pour dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences de la cognition. Ce sont donc toutes les sciences modernes, les amas de sciences que l'on retrouve dans les technologies qui sont censées permettre ou qui permettront, de façon peut-être assez certaine, d'augmenter l'être humain. Donc ça peut être les prothèses qui sont à l'interface de la biotechnologie et de l'informatique, les implants, ou même le génie génétique, décoder le génome actuel pour ensuite pouvoir avoir un impact dessus. Ok, donc le transhumanisme, c'est un courant qui a pour point commun donc, de prôner l'augmentation humaine, mais c'est à peu près tout. Parce que finalement, il n'y a pas un transhumanisme, il y en a plusieurs. Il y a énormément de courants. Pour vous citer juste les principaux, on va dire, enfin les principaux selon moi, pour en citer 4, il y a les longévitistes, donc ce sont des personnes qui cherchent à vivre le plus longtemps possible en bonne santé, que ce soit par des modifications génétiques, de la pharmacologie plus avancée. Il y a les technoprogressistes, ce sont des sociodémocrates qui ont une approche égalitariste des progrès technologiques. Les technolibertariens, ce sont donc des personnes qui sont très attachées à la liberté individuelle et au libre marché finalement pour pouvoir avoir accès à des innovations. C'est un peu le courant qu'on associe souvent à la Silicon Valley. Et on peut aussi peut-être mentionner les singularitariens, c'est donc des personnes qui anticipent l'avènement, enfin l'avènement peut-être pas, qui anticipent la survenue d'une intelligence artificielle qui a un niveau supérieur finalement à celui de l'humain, donc ce qu'ils appellent une super intelligence, et ce genre d'intelligence artificielle permettrait donc de modifier en profondeur la civilisation humaine au final. Donc, bon ça c'est un peu la théorie, c'est un peu bateau comme définition, vous trouverez à peu près la même chose sur Wikipédia. On va passer un peu au concret. Il y a déjà des éléments d'actualité qui permettent de se dire qu'il y a des choses, des nouvelles technologies qui peuvent mener à des augmentations des capacités humaines. Pour vous donner un exemple, il y a le cœur Carmat, donc qui a déjà été implanté sur 4 patients. Pour l'instant, c'est de la pure réparation, on n'est pas du tout augmenté par ça, mais on peut facilement imaginer qu'avec une version plus avancée, on commencera à avoir des capacités hors normes. Donc simplement parce qu'on aura un cœur qui serait moins fatigable, qui ne risquerait pas d'avoir des infarctus, qui aurait simplement des capacités supérieures. Donc pour vous donner quelques exemples d'actualité, je vais faire ça en gros en 4 étapes, 4 types d'augmentation. Augmentation physique, cognitive, sensorielle et de longévité. Donc pour commencer en augmentation physique, on va commencer donc avec Hugh Herr, qui est un directeur de recherche au MIT. Il a eu un accident en 1982 et il a perdu en escalade donc ses 2 jambes.
Et peu de temps après, avec des prothèses spécialisées, il s'est remis à faire de l'escalade et il a atteint en fait un niveau supérieur à celui qu'il avait avant, uniquement grâce à ses prothèses. Et il a atteint finalement le niveau un peu de l'élite en escalade. Il continue depuis de développer des prothèses high-tech. Et selon lui, donc c'est la phrase qu'on retient de lui, c'est que d'ici une vingtaine d'années, selon lui, il sera dans certains cas plus intéressant d'être amputé que valide. C'est assez polémique, mais on s'en rapproche de ce genre de ce niveau-là. Par exemple, pour avancer les recherches dans les technologies de prothèse, il va y avoir en 2016, octobre 2016, en Suisse, à Zurich, un cibathlon. Un cibathlon, ça va être donc une compétition sportive biotechnologique dans laquelle on va voir des handicapés qui vont être assistés de technologies comme donc, des prothèses pour faire des tâches de précision, des exosquelettes pour faire des courses d'obstacles, ou encore des interfaces cerveau-machine pour faire des courses en fait, d'avatar, donc sans manette, purement par la pensée. Donc ça, c'est octobre 2016. Vous allez me dire, c'est que de la réparation, en quoi c'est transhumaniste? C'est encore cette histoire de gradation de la technologie. Il commence à y avoir des prothèses qui ont une capacité de retour de force. Donc si vous attrapez une tasse, vous ressentez la force que vous exercez dessus. Et aussi, depuis quelques jours, on entend parler d'un doigt bionique qui permettrait de ressentir la texture d'un objet. Donc bon, c'est encore assez grossier, mais si on ressentira bien si c'est un objet lisse ou s'il est rugueux. Donc on se rapproche peut-être de ce que disait Hugh Herd d'ici une vingtaine d'années. Deuxième niveau, ça va être l'augmentation sensorielle. Il y a des body hackers, donc des personnes qui bidouillent leur propre corps, qui commencent déjà à avoir un petit sens magnétique. C'est pas quelque chose de fou, mais ça commence en s'implantant en fait un petit aimant néodyme dans un doigt, ou dans plusieurs pour avoir plus de précision. C'est pas super utile. Ici, c'est surtout la démarche qui est intéressante. Parce qu'avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sentir si un appareil fonctionne juste en passant la main dessus, enfin un appareil électrique. On peut ressentir le câblage qu'il y a dans ces murs lorsque le courant est mis. Et truc de fou, on peut carrément, sans le saisir, soulever un trombone. Donc, voilà. Bon, ça, effectivement, du coup, ça a l'air assez risible. C'est vraiment plus pour la démarche qu'autre chose. Mais si on veut avoir une augmentation sensorielle peut-être plus valable, on peut aller du côté d'Ocumetics. C'est donc une société canadienne dont le dirigeant veut proposer une lentille bionique, une bionic lens, pour augmenter l'acuité visuelle de tout un chacun. Donc selon lui, cette lentille devrait permettre d'avoir une acuité visuelle d'à peu près 30 dixièmes, sachant qu'un adulte normal qui n'a pas de trouble visuel, selon son âge, aura une acuité entre 15 et 10 dixièmes. Finalement, ça revient à avoir une vue aussi précise à 2 ou 3 fois la distance normale. Bon, ça on l'a pas encore, mais ça peut arriver beaucoup plus tôt que prévu, puisque les essais cliniques vont commencer sur les animaux puis sur les humains, et il espère, donc le docteur Webb, une commercialisation dès 2017 ou 2018 en Europe et au Canada. Et l'opération devrait durer même pas 10 minutes, et la lentille, bon, quand même quelques milliers de dollars, mais ça reste assez intéressant et vraiment court terme. Autre type d'augmentation, l'augmentation cognitive, et là vous n'êtes pas surpris de voir à mon avis un militaire, puisque les augmentations qui intéressent les transhumanistes, toutes ces recherches-là, on les trouve surtout dans les milieux qui ont le plus d'intérêt, un intérêt opérationnel à avoir ce genre de choses. Donc forcément, c'est les forces armées. Bon, là, principalement, ça va être les forces armées américaines, puisque le budget de l'armée américaine est quand même... il équivaut à la totalité des 10 budgets nationaux suivants. Ils ont 600 milliards de dollars chaque année, sachant que le deuxième, c'est la Chine, et ils en sont seulement à 150. Enfin, seulement. Donc là, on est dans une base de l'Air Force de l'Ohio, où ils sont menés des tests de TDCS, donc c'est de la stimulation transcrânienne à courant continu. En gros, on vous met 2 électrodes sur le crâne, et on fait passer un courant de très faible intensité, c'est 2 milliampères, enfin, si vous prenez un coup de jus dans une prise, c'est bien plus que ça. Le but, c'est de faire passer donc un courant dans le cerveau pour agir sur les neurones et éventuellement augmenter l'apprentissage, enfin diviser le temps d'apprentissage de certaines tâches. Et ils ont déjà des résultats qui sont assez intéressants, puisqu'ils arrivent à diviser par 2 la durée d'apprentissage pour des tâches comme de la reconnaissance visuelle, pour faire du contrôle aérien, ou aussi pour faire de l'acquisition de cibles, donc que ça soit pour des pilotes de chasse ou pour des snipers. Enfin, c'est assez utile. Toujours dans l'armée, peut-être pour aller un peu plus loin, il y a la DARPA, donc c'est l'agence américaine qui finance la recherche militaire, qui a annoncé en janvier
Vouloir financer un projet d'interface neurale directe, autrement dit vous mettre un implant dans le crâne et que vous puissiez vous interfacer directement avec un ordinateur. Donc donner des ordres et recevoir des informations sans clavier, sans écran, et donc directement par exemple un pilote de chasse qui puisse contrôler son avion ou avoir des infos sans avoir besoin de regarder son écran ou son cockpit avec les infos affichées. Ça peut paraître peut-être pas trivial, mais pas très intéressant puisque c'est qu'un projet qui est annoncé, il n'y a strictement rien de concret pour l'instant. Mais la DARPA, c'est quand même l'agence qui est à la base de ARPANET, qui est devenue Internet et du réseau GPS, donc on les prend quand même, on les prend au sérieux. Donc ça, c'est le côté militaire, et c'est assez lourd, que ce soit en budget ou même simplement en méthode à appliquer. Il y a plus simple, ce sont les substances psychoactives finalement pour avoir une augmentation cognitive. Donc dans certains milieux qui sont très compétitifs, comme la Silicon Valley, enfin l'entrepreneuriat en général, Wall Street, il faut que j'arrête avec les exemples précis, donc la finance, l'entrepreneuriat ou l'éducation supérieure, il y a la tentation de prendre des substances donc, pour avoir une cognition améliorée. Ça dépend des aspects, ça peut être vouloir augmenter sa mémorisation, sa concentration ou son éveil en fonction de ce dont on a besoin. Voilà, donc il y a deux types, on va dire, peut-être de substances. Il y a ce qu'on appelle les nootropes. Ce sont des produits qui sont censés ne pas avoir d'effet négatif sur la santé, ou alors très faibles, du genre juste maux de ventre, maux de tête, mais rien de grave. Même si on en prend des quantités folles, on n'est pas censé pouvoir tomber malade. Donc nootropes, pas d'effet négatif. Et il y a les smart drugs, donc ce sont des médicaments qui ont été détournés de leur utilisation première, comme par exemple le modafinil. Je ne sais pas si ça parle à certains. Le modafinil, c'est une substance qui est utilisée pour les narcoleptiques, donc pour qu'il reste éveillé en journée. Mais chez un individu sain, ça permet de maintenir son niveau de cognition malgré la fatigue. Donc si vous êtes éveillé 30 heures, vous restez quand même relativement alerte et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous faites normalement. Et ça ne va pas vous surprendre du coup qu'il y a encore l'armée là-dedans, un peu partout dans le monde, puisque le modafinil est vachement utilisé pour permettre à des missions de longue durée d'être tenues, que ce soit opérationnel au sol ou des pilotes de chasse, qu'ils puissent rester éveillés une quarantaine d'heures sans que ça provoque des drames et des erreurs aux conséquences. Bon, difficile à estimer. Mais vous pourriez me dire que finalement les smart drugs et tout ça, c'est que temporaire. Est-ce que c'est vraiment un humain augmenté? Non, c'est pas tout à fait du transhumanisme, c'est plus un début. Si on veut voir de l'augmentation cognitive vraiment forte finalement dans ses ambitions, on peut se tourner vers le BGI. Le BGI, c'est l'Institut de génomique de Pékin, qui depuis 2 ou 3 ans a lancé un grand programme de séquençage ADN des surdoués. Ils en ont à peu près 1600 et ils cherchent à voir quels sont les déterminants génétiques de l'intelligence, sachant qu'il y a à peu près 50% de l'intelligence qui serait d'origine génétique. Le reste, c'est bien sûr l'éducation, la nutrition, le milieu parental. Et donc là, on peut voir que finalement, les différences culturelles sont fortes, parce que ce genre de recherche, on ne pourrait pas les imaginer en France, ni même en Europe. Mais en Chine, culturellement, c'est beaucoup moins gênant. C'est un fait avéré que 50% C'est estimé. c'est estimé. Ce sont des expériences qui ont été faites. La française ne dit pas ça aujourd'hui. La psychanalyse occidentale, La psychanalyse, oui. Mais au niveau des études plus neurologiques, c'est quand même des tests de QI, donc c'est pas non plus... c'est pas ultra précis, enfin, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence, mais quand même c'est assez robuste. C'est des tests sur des jumeaux qui ont montré que quand même globalement il y a 50% qui vient d'une origine biologique, donc même si tu les sépares et qu'ils ont un parcours de vie totalement différent, il y a une corrélation d'à peu près 50%. Voilà. Oui, donc voilà pour l'augmentation cognitive. Et pour le dernier aspect, ce serait l'augmentation de longévité, peut-être d'ailleurs l'aspect du transhumanisme qui parle le plus aux gens. Donc pour commencer avec Calico, donc Calico c'est un peu le champion, on va dire, des recherches en longévité. C'est la California Life Company qui a fait grand bruit il y a 2 ans ou 3 ans pour sa création, puisque donc Calico c'est une société de biotechnologie créée par Google avec un capital initial de 700 millions de dollars, avec une option pour rajouter 500 millions dans les années qui viennent. Le but de Calico, c'est de financer des recherches en longévité, donc pour vivre plus longtemps en bonne santé et aussi pour lutter donc, contre les maladies qui sont liées à l'âge.
qu'est-ce que je peux en dire de plus? Voilà, donc Bill Maris, il est à la tête des investissements de Google Ventures, donc c'est la société de capital risque de Google. Lui, il a déjà dit en interview qu'il pensait qu'on pouvait vivre jusqu'à 500 ans. Il fallait juste y mettre la recherche et les moyens. Et donc, il oriente de plus en plus les investissements de Google Ventures vers les biotechnologies. Il y a quelques années, c'était surtout du software et des services. Maintenant, c'est vraiment à fond sur la biotech. Autre exemple, longévité. Donc, des souris. Là, c'est vraiment d'actu puisque c'est une étude qui a été publiée début février. Enfin, j'ai essayé de rester à peu près proche de l'actu. Donc, c'est la Mayo Clinic, c'est une grande organisation hospitalière aux États-Unis qui a sorti ce papier où il disait qu'ils avaient réussi à augmenter l'espérance de vie de souris de 35% au maximum et de 17% en moyenne. Donc c'est assez considérable. C'est pas transposable directement à l'humain, forcément, mais ça reste quand même un mammifère, donc il y a peut-être certaines choses qu'on pourrait y retrouver. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont réussi avec des drogues à tuer les cellules sénescentes chez les souris. Donc ce sont des cellules âgées qui ne se divisent plus comme des cellules normales et qui s'accumulent dans le corps avec le temps, et c'est les principaux dégâts liés à l'âge qui viennent de ça. Donc même si ce n'est pas transposable à l'humain, ça ouvre pas mal de pistes pour trouver des drogues qui permettront à l'humain peut-être de vivre un peu plus longtemps, même si c'est que quelques années, ça peut facilement intéresser du monde. Donc voilà pour quelques exemples. J'espère que ça vous montre à peu près ce qu'il y a aujourd'hui et que cet état de l'art vous montre que c'est pas de la science-fiction. Voilà. Oui. J'aurais une question sur l'interface de DARPA. On en a tous. Si on y arrive, ça voudrait dire qu'on arrive à Matrix, où on s'implante des données, j'apprends le kung-fu. Peut-être pas à ce point-là. Juste communiquer déjà entre les deux. Ensuite, j'imagine qu'ils aimeraient bien, mais vu qu'il n'y a encore rien de concret, c'est difficile d'en dire grand-chose, quoi. Le mieux qu'il y a eu, c'était il y a peut-être un mois, ou peut-être même moins d'ailleurs, avec un appareil similaire au TDCS, donc en faisant passer du courant électrique dans le crâne, on pouvait raccourcir le temps d'apprentissage de certaines tâches en renforçant juste cet apprentissage au fur et à mesure qu'on le faisait. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Difficile d'être plus concret que ça. Très bien. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire, Vincent. Ouais. Ah ok, pardon. J'ai carrément des trucs à dire. Vas-y alors. Ouais, donc niveau technologie, là je sais pas si il y a des trucs qui vous inquiètent ou pas, parce qu'après tout la technologie c'est une arme à double tranchant, on le sait tous. Bon, je vais mettre un exemple que j'hésitais un peu à dire, mais le nucléaire, ça a amené la bombe atomique, Fukushima, des choses comme ça, mais ça a aussi amené l'énergie abondante. Si vous êtes anti-nucléaire, ne m'envoyez pas de tomates. Il y a aussi les missiles balistiques, enfin les moteurs fusées qui ont permis les missiles balistiques, mais aussi l'exploration spatiale. Donc on voit qu'il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Là, c'est peut-être assez difficile à bien envisager vu les impacts radicaux qu'il pourrait y avoir. Mais donc, c'est indéniable, le transhumanisme et ces nouvelles technologies, ces technologies émergentes, ça suscite des craintes. Des craintes sérieuses, que ce soit d'un niveau éthique ou au niveau social avec des inégalités croissantes, ou même simplement au niveau sécurité sanitaire. Et donc, je vais vous sortir quelques exemples pour que vous voyez à peu près ce qui se passe actuellement dans le monde au niveau de ces technologies-là. Donc, mon premier exemple, ce serait les nootropes dont je vous parlais, donc pour augmenter ses capacités mentales. C'est pas des trucs de fou encore, mais bon, c'est quand même assez intéressant pour pas mal de monde. Au Royaume-Uni, il y a une loi qui va passer début avril, enfin qui est passée et qui va s'appliquer début avril, qui vise à interdire l'importation de substances psychoactives qui ne sont pas régulées par l'État. Donc leur but, c'est finalement de réguler les legal highs, les nouvelles drogues de synthèse, donc récréatives, dont là, en fait, c'est juste, on modifie un peu la formulation et ça fait une nouvelle drogue, donc elle n'est pas tout de suite interdite légalement, et ça peut circuler comme ça pendant des mois avant qu'il y ait un changement. Donc là, ils veulent arrêter tout ce qui est psychoactif et qui n'est pas contrôlé. Et donc tous ceux qui consomment des nootropes, les étudiants qui utilisent ça pour mémoriser un peu mieux leurs cours, forcément, ils sont vent debout, il y a une pétition autour de ça. Donc ça pose la question, à ce niveau-là, de où est la liberté individuelle par rapport au risque sanitaire? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter finalement? Puisque les drogues récréatives, on le sait, on le sait. Il y a des aspects négatifs assez violents dus au cartel et avec tout ce qu'il y a de négatif là-dedans. Alors que les nootropes, en général, ça vient de labos qui sont quand même assez sérieux, mais c'est mis à peu près dans le même panier. Donc bon, là-bas, ça cause un petit débat au niveau
des transhumanistes, mais pas que. Autre domaine où il y a carrément en fait un débat, c'est même le sujet chaud du moment finalement, c'est la génétique. La génétique, c'est donc parce qu'il y a, depuis quelques années, depuis 2012, il y a une révolution dans le domaine, c'est la technologie CRISPR. C'est en gros une méthode d'édition de l'ADN proche du copier-coller. Donc en gros, on identifie la séquence que l'on veut modifier et assez facilement, on arrive à la modifier avec une précision, au début qui n'était pas énorme, mais ça s'améliore de plus en plus. La technologie n'est pas chère, elle est rapide, elle commence à être vraiment efficace. Et en mars 2015, il y a une équipe chinoise qui a utilisé CRISPR sur des embryons humains, qui n'étaient pas viables, mais pour traiter une maladie du sang. Donc forcément, la communauté scientifique internationale a été vent debout, on commence à toucher aux embryons humains. C'est scandaleux parce que toute modification faite sur un embryon humain, bah, ça va se répercuter sur sa descendance. C'est pas comme si on le faisait sur un adulte et ensuite on a un enfant, bah, on s'en fout parce que les gamètes n'ont pas été modifiés. Donc l'enfant, il aurait absolument aucun risque. Là, c'est des modifications qui peuvent avoir un impact sur peut-être 1 ou 2 générations qu'on n'a pas prévues. Donc c'est assez grave. Donc bon, ça a été fait en Chine. Et pour réagir à ça, début décembre, à Washington, il y a eu un sommet international sur la technologie CRISPR, sur l'édition du génome humain, parce que donc il y avait une ligne jaune qui avait été franchie. Bon, ce qui en est sorti, c'est sans trop de surprise qu'on est toujours d'accord pour faire de la thérapie génique sur des adultes, pour traiter des maladies qui sont existantes, mais que sur les embryons humains, il faut quand même faire vachement attention parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Donc c'est au cas par cas qu'ils vont autoriser finalement de faire des études qui touchent à ça. Bon, je suppose que ça va faciliter les choses si ce sont encore des embryons non viables comme en Chine qui sont utilisés, autrement dit des embryons qui ne pourraient pas qui ne pourraient pas mener à une naissance. Mais niveau génétique, il n'y a pas que ça en fait comme débat actuellement. Tu vois Laurent que j'avais des trucs à dire. Il y a les modifications génétiques finalement sur les humains qui sont inquiétantes, mais aussi sur le reste du vivant finalement. Et sur le reste du vivant, c'est notamment sur des bactéries. Parce qu'actuellement, sur Indiegogo, il y a une campagne qui a permis pour moins de $200 d'acheter un kit CRISPR, donc de faire de la modification génétique chez soi, dans sa cuisine. Des bactéries, on pouvait facilement les modifier pour qu'elles deviennent phosphorescentes. C'est pas quelque chose de fou, mais pour quelques centaines de dollars, même pas. Je crois que le début pour le premier kit, il est à $60 à peine. Ça montre quand même un certain potentiel et éventuellement quelques inquiétudes qu'il peut y avoir. Donc, voilà, chez soi, on peut facilement modifier ça. Les inquiétudes, on s'en doute. Elles viennent des autorités de renseignement et de sécurité intérieure. Donc James Clapper, il est directeur du renseignement national aux États-Unis. Donc il gère des agences de renseignement qui ont cumulé un budget de 50 milliards de dollars. Donc le mec est important. Pour lui, le génie génétique, c'est rien de moins qu'une potentielle arme de destruction massive. Ce qui place ça sur une shortlist de 6 éléments comme les potentielles armes nucléaires de Kim Jong-un ou les éventuelles armes chimiques cachées de Bachar al-Assad. Donc voilà, génie génétique actuellement, c'est présenté comme une potentielle arme de destruction massive. Alors qu'on voit niveau médical et même niveau individuel sain, ça ouvre aussi pas mal d'opportunités, pas que des trucs esthétiques comme modifier la couleur de ses yeux, mais peut-être niveau intelligence ou... Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà l'état de la génétique actuellement, c'est des débats dans tous les sens. Il y a aussi des questions sur la robotique. C'est pas tout à fait transhumaniste, mais c'est la même logique. Donc au niveau de la robotique, là, c'est les robots de compagnie qui sont de plus en plus intelligents. Là, c'est le modèle Chihira Aiko, qui est donc un modèle créé par Toshiba, qui est déjà capable de parler plusieurs langues, qui sert d'hôtesse d'accueil, de traductrice, et qui va être utilisé pour les JO de Tokyo en 2020. Le but de Toshiba, c'est que ce robot soit autonome, qu'il arrive à se déplacer facilement pour parler avec les touristes, et qu'il comprenne en même temps plusieurs langues. Donc c'est... Comment dire ? On voit qu'il y a des évolutions assez rapides. Pour qu'on arrive à ça en 2020, c'est que ça avance très vite. Et c'est pas le seul exemple d'ailleurs dans le monde de robot qui devient intelligent et qui est capable de communiquer ou d'échanger de façon un peu basique. Ça provoque pas mal de craintes. Donc c'est pas transhumaniste puisque c'est pas lié au corps, mais c'est quand même sur un aspect fondamental des animaux sociaux que nous sommes. C'est les relations à autrui. Donc il y a une bioéthicienne américaine, Kathleen Richardson, pour qui ces robots en fait, peuvent avoir des impacts dramatiques sur notre capacité à être empathique avec d'autres humains, et aussi simplement sur qu'est-ce qu'une relation normale, finalement, si on commence à avoir des robots de compagnie qui deviennent nos compagnons.
Donc elle a lancé une pétition contre les robots sexuels parce qu'elle craint des dérives d'ici 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va tous rester chez nous avec des androïdes et finalement les relations interhumaines, inter-homo sapiens auront disparu? Ça pose pas mal de questions. Donc elle a vraiment lancé une pétition sur ça. Donc ça pose pas mal de questions. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est acceptable? Est-ce que finalement c'est chaque individu qui doit pouvoir faire ce qu'il veut du moment que ça ne gêne personne d'autre? Ou est-ce que c'est la société qui doit décider, la société au niveau de la nation? Est-ce que c'est pas carrément finalement l'humanité dans son ensemble? Puisqu'on est à peu près tous ensemble. Si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez regarder le film Her, si vous ne l'avez pas vu, qui est assez intéressant. Ça présente un homme et une intelligence artificielle qui développent une relation amoureuse. Ça peut servir de bonne base pour la réflexion. Et donc voilà, la question c'est le futur de l'humain avec toutes ces technologies, à court terme ou moyen terme, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui doit pouvoir décider pour nous? Enfin, est-ce que déjà quelqu'un doit pouvoir décider pour nous? Parce que donc, ce sont des changements radicaux qui sont peut-être sur le point de survenir. Et si déjà on voit toutes les manifestations qu'il y a contre des Uber et Airbnb parce que c'est trop disruptif, attendez un peu qu'on puisse augmenter le QI de quelqu'un ou son espérance de vie pour quelques milliers de dollars, ça va être autre chose, quoi. Donc voilà, la question c'est au niveau des libertés individuelles, qu'est-ce qu'on peut accepter? Quels sont les impacts qu'il y a sur autrui? Parce qu'on sait qu'il y a des questions par exemple de pression sociale, très basiques sur un smartphone. On ne peut pas vraiment se permettre de ne pas en avoir dans le monde professionnel actuel, ou alors c'est vachement limité. Bon, si on est boulanger, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça peut aller encore plus loin au niveau des augmentations, que ce soit cérébrales, physiques. Quelles sont les considérations que certains employeurs pourront avoir vis-à-vis de la population, et même nous, en tant que, simplement qu'humanité, puisqu'avec de telles modifications, on peut très bien imaginer que l'idée d'espèce humaine unique va voler en éclats. Si certaines personnes, certains groupes humains choisissent de faire certaines modifications génétiques pour augmenter leur longévité, choisir certains traits particuliers, d'autres s'orienteront peut-être vers une fusion homme-machine, cyborg, enfin surtout des prothèses qui seraient plus durables. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, le film 127 heures où quelqu'un se coupe un bras, bon, bah, si on a des prothèses, on peut voir l'avantage, quoi. On se sent moins fragile, beaucoup moins vulnérable. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, simplement, comme les Amish, diront non, on est bien comme ça, quoi. Homo sapiens, c'est cool, l'évolution darwinienne, on a mis des millions d'années pour être là, on y reste. Donc, voilà, à quel niveau on doit décider? Oui. Justement, par rapport à l'évolution darwinienne, est-ce qu'on n'a pas arrêté d'évoluer en termes darwinistes quand on a commencé à être vraiment bon en médecine, etc. Et est-ce que le transhumanisme, ça ne devient pas en fait la continuation naturelle de l'évolution à travers la technologie qui est juste en fait notre réflexion, quoi? Donc, je ne vous connais pas parce que la question que vous m'avez posée est top. C'est une question qui se pose, finalement. La sélection darwinienne, enfin la sélection naturelle, effectivement, peut-être qu'elle marche moins. On a tendance, enfin, il n'y a pas autant de pression sélective partout autour du globe, mais il y a sûrement encore un impact. Puis de toute façon, l'évolution est tellement lente qu'on ne va pas voir les effets de notre vivant. Ensuite, oui, il y a Edward Wilson, donc un anthropologue spécialiste des fourmis, qui a sorti cette phrase que ça y est, on a rendu obsolète la sélection naturelle et maintenant on a pris le contrôle de notre destinée. Effectivement. Moi, je fais partie de ces personnes-là, en tout cas, qui pensent que la sélection naturelle, elle a beaucoup moins d'impact et que par la médecine et les biotechnologies, on pourra faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Mais qui est prêt à faire ça? Quels sont les impacts sur le reste de la population? Et finalement, oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur toutes ces questions un peu éthiques et légales, je vais laisser la parole à Fergan qui aura quelques réponses à apporter. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous pouvez rejoindre le meet-up Paris Transhumanisme où on aborde ce genre de questions sur le futur de l'humanité et les nouvelles technologies. Merci. Merci Vincent. On va passer à Fergan maintenant qui va nous donner son point de vue justement sur ces questions d'ordre philosophique, d'ordre juridique. Il va être beaucoup moins dans le descriptif technique, mais il va apporter sa vision sur comment concilier le conflit entre l'innovation technologique appliquée à l'homme et les questions des libertés individuelles. Les questions, on va avoir après la présentation de Fergan 1 heure de questions, donc vous pouvez réfléchir à toutes les questions que vous voudrez poser. L'idée c'est d'avoir un vrai débat transparent, donc ça viendra dans un second temps. Voilà. Alors comment ça fonctionne ça? Comme ça? Comment ça marche? Il n'y a pas une petite musique d'ambiance, un truc pour... Tu vois, la flèche avant, c'est avant et après, c'est après.
Ouais, mais je sais pas. Qu'est-ce que... Fergad n'est pas encore un homme augmenté. Oui, je veux sur un écran. Lecture. Et là, tu fais juste les deux flèches. Mais il n'y a pas... Ok. Bon, merci Vincent pour cette introduction. Donc en ce qui me concerne, je ne vais pas m'attarder sur les aspects pratiques du transhumanisme, mais plus sur les enjeux juridiques, politiques, économiques, philosophiques qui se posent. Donc Vincent l'a dit plus tôt, ces technologies engendrent pas mal de craintes, pas mal de conflits, pas mal de divergences sur le plan idéologique. Et je voudrais essayer de soulever quelques questions pour tenter de répondre à quelques préoccupations sur le plan politique notamment. On l'a vu, le Royaume-Uni par exemple envisage de bannir certaines drogues pour des raisons de sécurité, pour des raisons sanitaires. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que la prohibition de ces technologies-là, à mon avis, va causer beaucoup plus de problèmes qu'elle va en résoudre. Parce qu'effectivement, on l'a dit, ces technologies, elles ont un potentiel disruptif énorme. Elles peuvent certes apporter des avantages, mais elles peuvent aussi être instrumentalisées et représenter un danger si on ne les maîtrise pas bien. Et à cet égard, je pense que les tentatives des gouvernements de vouloir restreindre ces technologies, ça va dans la mauvaise direction, dans la mesure où l'on sait que cette interdiction, elles engendrent beaucoup plus d'effets pervers. Déjà, elles ne permettent pas elles ne changent pas le fait qu'il y a une forte demande pour consommer, pour acheter, pour utiliser ces technologies. Donc la seule chose que ça change lorsque vous interdisez telle ou telle drogue, telle ou telle technologie, c'est que vous créez un marché noir, vous incitez davantage les individus à opérer dans la clandestinité, que ce soit les producteurs ou les consommateurs. Donc de ce côté-là, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que les marchés noirs, de par du fait de leur fonctionnement, de leur structure, offrent beaucoup moins de garanties au niveau de la sécurité, justement, puisqu'on en parlait. Garantie dans la mesure où, d'une part, le système judiciaire est totalement neutralisé, le système légal ne marche plus, donc lorsqu'il y a conflit sur utilisation ou entre un consommateur, entre un producteur, généralement, il y a une explosion spectaculaire de la violence et de la criminalité du fait que le système légal est inopérant. Il y a aussi une diminution de la qualité des produits, généralement, puisque vous neutralisez une concurrence saine, donc vous utilisez les marchés noirs du fait de la clandestinité, ne permettent plus aux consommateurs d'être éclairés, d'avoir une information ouverte et de bénéficier d'une concurrence satisfaisante entre producteurs, ce qui tend à diminuer la qualité des produits. Vous ne pouvez plus attaquer la réputation de tel ou tel producteur ouvertement. Enfin, il y a plein de contre-pouvoirs qui ne fonctionnent plus lorsque vous interdisez l'utilisation de ces technologies-là. Autre effet négatif des tentations prohibitionnistes, c'est aussi donc précarisation des individus, mais aussi ressources dépensées pour lutter contre ces pratiques, ce qui détruit qui détruit plein de ressources, qui est destructeur pour l'économie et les richesses en général. Donc ça, c'est l'aspect un des aspects importants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États, face à l'éventualité de ces technologies, face à la dangerosité de ces technologies, sont tentés peut-être par la facilité, d'interdire l'utilisation de ces techniques-là. Je pense que la perspective d'interdire ces technologies est beaucoup plus dangereuse. Une autre approche communément mise en avant, un autre argument mis en avant très souvent, c'est celui du principe de précaution. C'est-à-dire on ne sait pas quels sont les effets de ces technologies. Donc pour essayer de prévenir les effets éventuellement néfastes, jusqu'à ce que la recherche aboutisse, soit plus développée, on va interdire l'utilisation des technologies. L'approche précautionniste, elle pose plusieurs problèmes. D'une part, c'est qu'elle interdit, elle ferme la recherche. C'est-à-dire qu'en admettant que l'utilisation d'une technologie transhumaniste peut attirer des individus malveillants, c'est possible. Imaginons demain qu'il y ait des êtres humains qui sont constitués d'organes artificiels, des appareils plutôt que des organes dits naturels. Il y a un risque, par exemple,
que ces organes puissent être piratés ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que la technologie apporte avec elle son lot de dangers. Mais est-ce pour autant que l'on va interdire ces techniques-là? Lorsque l'informatique est apparue avec Internet, on a assisté à de nouvelles menaces, les virus, mais l'enjeu dans ces conditions a été non pas d'interdire ces technologies, parce qu'on sait très bien que les individus qui veulent les utiliser de manière malveillante, de toute façon, ne s'encombrent pas des lois par définition. Et donc, l'enjeu, c'est davantage de trouver les solutions à apporter pour contrer les éventuelles utilisations malveillantes, les antivirus, toutes les protections contre les risques liés au piratage, etc. Donc, du côté en ce qui concerne l'utilisation des organes artificiels ou de toute technologie qui pourrait exposer les individus à de nouvelles menaces, je pense qu'il faut adopter le même schéma de pensée et dire qu'effectivement, il y a de nouveaux risques, mais la manière la plus efficace de les combattre, de les contrer, c'est de laisser la recherche faire en sorte que la recherche soit la plus ouverte possible afin de trouver les solutions contre les éventuels hackers, pirates, utilisateurs malveillants qui voudraient pirater je ne sais quel organe artificiel. Un autre argument qui est communément employé, c'est la peur des inégalités sociales. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elysium, qui illustre un petit peu cette peur qui existe dans l'imaginaire collectif, à savoir une population qui a tout, le reste qui n'a rien, donc un fossé immense entre des privilégiés qui vivraient dans l'opulence et au détriment d'une majorité qui vivrait dans la misère. Je pense que si on fait le parallèle avec l'utilisation des nouvelles technologies comme les smartphones et toutes ces choses-là, c'est vrai qu'au début, les coûts sont très élevés et que ces technologies sont principalement accessibles à ceux qui ont les moyens, ceux qui sont suffisamment riches. Mais lorsque l'on regarde comment fonctionnent les progrès technologiques, les progrès économiques, les gains de productivité, on observe finalement que ces technologies se diffusent très vite. C'est-à-dire que par exemple, je crois que c'est le fait de séquencer son ADN. Il y a 10 ans, en 10 ans, le coût a été divisé par 10 000. C'est-à-dire que ces progrès-là se diffusent très vite, ce qui permet de démocratiser l'usage de ces technologies au fur et à mesure que les innovations s'effectuent. Et donc, une autre question qui est beaucoup plus, c'est pas si qui est au centre des enjeux politiques, c'est comment on va faire pour concilier la multiplicité des points de vue, la diversité des points de vue sur ces technologies-là. Qui doit décider? Comment va-t-on faire? Par exemple, a-t-on le droit de s'amputer on a posé la question au début de la séance, a-t-on le droit de s'amputer pour s'augmenter comme ça pour le plaisir? Est-ce que j'ai le droit de participer à telle ou telle compétition sportive alors que je suis avantagé, j'ai des prothèses qui permettent d'avoir un avantage sur ceux qui ont un corps naturel. Il y a, je pense, 2 outils qu'il faut se réapproprier de manière urgente pour pouvoir répondre à ces défis-là. Ces 2 outils, c'est d'une part la libre disposition de son propre corps, et d'autre part, la liberté contractuelle. Alors, ça peut paraître assez évident de dire, bon, très bien, ok, je fais ce que je veux avec mon corps, j'ai le droit de disposer de mes organes, de mon corps comme je le souhaite, c'est mon corps, ça m'appartient. C'est pas si évident que ça parce que aujourd'hui, la législation, elle ne vous reconnaît pas cette possibilité. Il y a des lois, les lois bioéthiques de 1994, par exemple, les lois de 1974 aussi, et même 2004. Toutes ces lois, elles disent texto, elles interdisent ce qu'on appelle la patrimonialité du corps humain. Donc c'est le principe de non-patrimonialité du corps humain. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de disposer de votre corps comme vous le souhaitez, de faire ce que vous voulez avec votre corps. Et c'est assez problématique sur le plan de la morale, sur le plan de la justice, parce que le fait de disposer de son propre corps, le fait de pouvoir disposer de son propre corps, c'est quand même un attribut de la propriété, du fait de s'appartenir. Or, si vous niez à autrui le droit de disposer de son propre corps, en fait, vous lui dites que son corps ne lui appartient pas. Et c'est exactement ce que fait la législation aujourd'hui. C'est quand même assez problématique parce que le fait de nier à autrui le droit de s'appartenir,
c'est quand même la définition de l'esclavage. Enfin, l'esclave, par définition, c'est celui qui ne s'appartient pas, c'est celui qui est la chose d'autrui, c'est celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut avec son corps. Et donc, aujourd'hui, la loi est dans les États sont dans ce paradoxe où ils prétendent d'un côté être les garants des droits et libertés individuelles de chacun, mais en même temps, ils nient le droit des populations, des individus de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Ce n'est pas qu'une question morale, philosophique, c'est-à-dire que sur le plan pratique, ça a des conséquences extrêmement lourdes chaque jour. Par exemple, si vous prenez le cas le cas de la pénurie de reins, en France, si on sait qu'il y a une pénurie de reins parce que vous n'avez pas le droit d'échanger vos organes, donc ça crée une pénurie forcément. Bon, bah, ça coûte 6 000 vies par an, donc c'est pas rien. Alors après, certains vous diront que oui, 6 000 vies, c'est quand même mieux que la perspective de pouvoir vendre son rein, ce qui est éthiquement répréhensible. Bon, après, chacun pourra juger et peser dans la balance les avantages et les inconvénients de l'interdiction de disposer de son corps comme on le voudrait. Ça crée aussi un marché noir. Tout à fait. Un marché noir des organes, il y a plein de monde qui est tué pour C'est ça. Ben, on en revient à la problématique de la prohibition, c'est-à-dire que vous interdisez une activité, il y a une demande, il y a un marché noir, et donc ceux qui vont opérer dans ce marché, ce seront les gens les plus doués pour survivre dans la clandestinité, donc les criminels, les mafias et tous ces gens qui, on le sait, sont généralement très bienveillants. Et ça crée aussi, ces marchés noirs créent aussi des inégalités parce que, bien évidemment, quand un produit est dans la clandestinité, tout le monde n'y a pas accès. Seuls ceux qui sont les plus doués, là encore, et ceux qui ont le plus de ressources peuvent se permettre de choper un rein sur le marché noir. Il y a un pays qui a légalisé le commerce. Alors, c'est peut-être pas une référence, c'est l'Iran. Bon. Mais non, le contexte était particulier parce que l'Iran était un pays sous embargo, donc ils n'avaient pas la technologie, les dispositifs médicaux pour pouvoir avoir une dialyse en fait. Donc ils n'avaient pas les moyens d'offrir des dialyses à toute la population, donc ils ont été un petit peu contraints à légaliser pour permettre un commerce de reins. Aujourd'hui, il y a une file d'attente, mais ce n'est plus pour recevoir des organes, c'est pour donner ces organes. En Iran, lorsque vous voulez vendre vos organes, vous êtes sur file d'attente. Donc c'est peut-être, alors je sais pas, je pense que c'est peut-être mieux que d'être sur file d'attente pour recevoir un rein, c'est quand même plus problématique. Donc tout ça a des conséquences, donc on le voit, donc l'impossibilité de disposer de son corps comme on le voudrait a des conséquences pratiques assez terribles. Et je pense que si on ne se réapproprie pas cet outil-là, on sera empêtré dans plein de questions, plein de débats interminables, alors qu'il suffit simplement de reconnaître la possibilité pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, de faire ce que l'on veut avec notre corps pour peu, bien évidemment, que l'on ne contraint pas autrui à faire ce qu'il ne veut pas faire avec le sien. Je pense qu'on résoudrait pas mal de questions, pas mal d'interrogations, pas mal de débats qui aujourd'hui... Oui. Ouais. C'est lié, on va dire. Oui, en fait, la question, en fait, je pense que... On parle aujourd'hui de l'embryon... on est dans la même question, on est dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire à qui appartient un embryon? Est-ce qu'il appartient au gouvernement de sorte que celui-ci a le droit de régenter son utilisation, ses modifications, ou est-ce qu'il appartient, aux parents qui pourraient éventuellement apporter des modifications pour... Alors, je ne répondrai pas à cette question non plus ce soir. Bon, on va peut-être laisser Fergan finir son exposé, puis on revient dessus juste après, parce qu'il a juste un dernier point à aborder. Oui, donc pour l'IVG, je ne répondrai pas à cette question de la durée, parce que non plus, je n'ai ni les compétences, ni... voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc la propriété, la libre disposition de son propre corps, pour répondre en fait à tous les conflits qui pourront naître de la diversité des visions de l'éthique de chacun concernant la possibilité ou non de modifier son corps, de l'augmenter pour des raisons à la fois médicales mais aussi pour des raisons tout à fait personnelles, autres que médicales.
et aussi donc la liberté contractuelle. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, plein de questions se posent, par exemple sur le dopage. Est-ce que tel ou tel athlète a le droit de se doper, de s'augmenter pour telle ou telle compétition? Je sais pas moi, on parlait d'Oscar Pistorius. En 2014, il a été refusé pour une compétition d'athlétisme parce qu'on considérait que ces prothèses lui offraient un avantage sur ceux qui avaient des jambes naturelles. De ce côté-là, je pense que le mieux que l'on puisse faire, c'est de laisser en fait ces choses-là à la discrétion des associations. C'est-à-dire qu'effectivement, autant une fédération qui impose des règles en matière d'authenticité entre guillemets du corps humain, il faut lui reconnaître le droit de poser ces règles de manière contractuelle. Effectivement, quand on adhère à une fédération sportive, on adhère à des règlements qui sont fondés sur la base du contrat, mais il faut aussi reconnaître le droit des individus de former des associations qui, elles, autoriseraient les compétitions à l'aide d'organes modifiés pour répondre en fait à la diversité des aspirations et des préférences en la matière. Et donc aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'y est pas du tout préparé parce qu'on l'a dit, la loi ne reconnaît pas cette liberté contractuelle. Donc l'interdiction de se doper, de s'augmenter est une disposition qui relève du législateur, alors qu'on devrait, je pense, la déléguer aux clubs sportifs et aux fédérations pour qu'au cas par cas, ils décident ce qui est permis de faire ou ce qui n'est pas permis de faire au sein des compétitions. Et la libre disposition de soi, qui n'est toujours pas un acquis aujourd'hui, malgré tous les combats qui ont été portés 30 ans, 40 ans plus tôt par les féministes, etc. Ce n'est toujours pas un acquis dans la mesure où le principe même de non-patrimonialité du corps humain est totalement incompatible avec la liberté. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, l'État décidait unilatéralement de nationaliser le corps de tout le monde, quoi. Et on l'a fait aujourd'hui même avec les cadavres, puisque vous ne pouvez pas, par défaut, vous êtes présumé, par exemple, consentant lorsqu'il s'agit de prélever vos organes, et la seule manière d'avoir une maîtrise de vos organes après votre vie, c'est de notifier le refus expressément dans un registre spécifique. Donc je pense que ces points-là sont discutables et qu'il faudrait sérieusement songer à les modifier si l'on veut favoriser une espèce d'harmonie entre les différents intérêts, les différentes conceptions sur. Très au-delà quand même, ceci étant dit, de la prise de drogue ou des questions que tu me poses là, puisque par exemple le SMIC ou l'interdiction de travailler plus de 35, 40, peu importe, est déjà vient déjà contredire, disons, cette propriété qu'on a sur soi-même. Donc aujourd'hui, on peut dire que la loi, ou je sais pas, l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité quand on est conducteur adulte d'une voiture, on peut comprendre que les enfants soient obligés d'avoir une ceinture. Mais le conducteur, pourquoi est-ce que c'est interdit de ne pas mettre sa ceinture? Parce que ça va coûter cher à la sécu derrière, etc. Donc on a tous ces choix-là, finalement, nous en sommes... Oui, tout est lié. C'est vrai que c'est ça. Ça relève plus vraiment du transhumanisme, mais c'est vrai que d'une manière générale, aujourd'hui, le principe de libre disposition de soi permettrait de résoudre bien plus de conflits que les simples différences de préférence en matière d'utilisation de son corps. Voilà. Ok, c'est tout pour ce que tu avais à dire, Fergan? Je crois, ouais. Merci beaucoup. Peut-être que... Je sais que vous êtes impatient, donc on va passer aux questions. Donc Vincent, si tu veux... Il n'y a pas un sondage? Ouais, on peut faire un sondage. On va faire un autre sondage et qui va reprendre un peu les questions qu'on se posait. Donc cette fois, une autre mise en situation. Vous attendez un enfant. Vous attendez un enfant et une analyse, non là ça va être triste, vous apprend que votre enfant va être trisomique, enfin est déjà trisomique, et on vous propose un traitement génétique qui permet de réparer ça, et ça n'a pas d'effet secondaire, on va supposer que tout se passe bien, qu'il suffit de prendre une pilule et que le traitement génétique permet d'avoir un enfant qui n'est plus trisomique. Qui pense qu'on devrait avoir le droit d'utiliser un tel traitement?
Ok. Le droit, je dis pas c'est bien ou mal, hein. Je dis est-ce qu'on peut avoir le droit. On peut être contre, mais avoir le droit. Ok. Qui est... Voilà, on va supposer ça. C'est un schéma... Non, c'est pour se poser des questions un peu philosophiques. Qui pense que ça devrait être interdit? Ok. Ok, donc deuxième mise en situation. Maintenant, vous attendez encore un enfant, mais l'enfant se présente bien, tout se passe bien. Ce sera quelqu'un en très bonne santé. Et on vous propose alors ce ne serait plus un traitement, pour appeler ça un traitement, mais une pilule qui permet un traitement génétique qui permet d'augmenter ses capacités intellectuelles, son QI de 50% par rapport à la moyenne. Est-ce que vous devez avoir le droit de faire cette modification-là? Yes. Est-ce qu'on doit avoir le droit? Comment? C'est une modification génétique. Comment? Donc qui pense qu'on devrait avoir le droit? Ça dépend si elle a 1 euro ou si elle a 1000 euros. Ok, mais ça vous pose pas. Ça pas. va, 1000 euros pour Ok. le- pour- Qui pense qu'on devrait avoir le droit? Ok. Qui pense que ça devrait être interdit? Ok. Alors attendez. Ah, parce que t'as déjà posé une question, Fanny. Je pense qu'on va donner la parole à quelqu'un qui est contre, qui pense que ça devrait être interdit. Qui veut dire? Je pense que pour éviter les inégalités, il faudrait que ce soit gratos. Si on est, bien évidemment, si on est sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Sinon, c'est interdit. Ok. Est-ce que Fergan ou Vincent voulaient répondre à ça? Vincent qui veut répondre, je crois. Non? Tu Ah, oui. n'es pas encore un augmenté. J'avais pas compris. Donc, pour toi, en fait, tu penses. Allô, test, ça marche pas? Si, si. Donc, tu penses que, en gros, si la pilule est accessible à une grande majorité, ça devrait être permis, mais si elle n'est accessible qu'à une petite minorité, ça devrait être interdit, c'est ça? Non, je pense qu'elle devrait être accessible à tout le monde. D'accord. Idéalement, donc. Idéalement, mais là, on parle. Bah, je veux dire, à chaque naissance d'un enfant, on doit proposer aux parents cette pilule. Exactement comme une vaccination. Voilà. Que ce soit pour tout le monde. Et qu'il n'y ait pas la question de j'ai le choix de le faire ou pas. Non, mais imaginons dans ce cas-là que ça coûte beaucoup plus cher, que ça ne soit pas accessible à tous. Est-ce qu'il y a le droit? Parce qu'effectivement, si ça coûte rien, il n'y a peut-être pas trop de soucis, chacun fait ce qu'il veut. Ça consiste à légaliser une potentielle inégalité dans un contexte. C'est un peu la Si vous question. voulez. Est-ce que Fergan ou Vincent voulaient ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Bah, donc là, on part du principe que la drogue n'est pas. On part du principe que la pilule en question n'est pas accessible à tout le monde. Donc, effectivement, si qu'elle est, bah, elles sont toujours payantes. Pourquoi elle n'est pas disponible pour tout le monde? Parce qu'elle est payante, c'est qu'il y a un prix élevé ou... Bah, l'objet. Peut-être il y a des cliniques qui proposent cette pilule, des cliniques qui l'ont pas. Peut-être aussi c'est pas. Et c'est lié à quoi? À son prix? C'est lié à quoi? Au prix, ouais, la clinique n'a pas les moyens pour acheter la pilule. Je sais pas. De toute façon, la première coûtera forcément 50 millions de dollars, donc Ouais. inévitablement, c'est inégalitaire. Ok, donc pour toi, on ne peut pas distribuer cette pilule, on ne peut pas la laisser sur le marché si on ne garantit pas que tout le monde l'aura gratuitement, sachant que la gratuité n'existe pas. Oui, j'ai du mal à comprendre la question parce que. Pas forcément gratuite pour celui qui la fabrique, il va pas forcément la donner gratos, mais ça peut être remboursé par la Sécu. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que tout le monde doit avoir un accès, peu importe économiquement son revenu, etc., que les familles pauvres, en gros, puissent aussi avoir accès autant que les familles riches. Donc, par l'intermédiaire de la sécurité sociale, en gros. Bah, dans le système actuel, parce qu'il peut réside dans le système actuel, bien sûr. Ouais, voilà. Par exemple, est-ce que tu serais choqué du coup si c'était accessible par la sécurité sociale à tous dans un pays européen, mais que ça n'était toujours pas disponible en Afrique? Est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, l'inégalité vous gêne? Ok, est-ce Donc que c'est tu veux... un point qui se présente. on va laisser la parole pour intervenir sur le même sujet. Oui, vas-y. La question serait plus à se poser, c'est est-ce que la pilule est obligatoire ou non? Parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'on laisse le choix aux parents sur le futur de la personne après par la suite. Ouais. La question c'est si c'est obligatoire, ouais carrément. Si c'est après un choix des parents, j'aurais tendance à être contre. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Parce que c'est un choix qui a été fait des parents. Certaines personnes du coup se rendent super intelligents et d'autres non. Enfin il y a une inégalité à partir de là en fait.
permettre, je préfère que ce soit un choix de mes parents qu'un choix de l'État. Oui, c'est quand même... Bon, Fergan répond. Oui, non, mais- non, mais donc, en fait, toi, tu voudrais rendre la pilule obligatoire, c'est ça? Ça n'est plus un débat sur le transhumanisme, mais sur le communisme. On a changé. Ouais, Fergan, est-ce que tu vas argumenter quelque chose? On parlait de la libre disposition de son propre corps. Je pense que l'idée de contraindre une mère à ingérer un médicament est assez problématique. Oui, non, mais si elle est tout bénéf, pas besoin de la contraindre dans ce cas-là. Ok. Hein? Oui, on parle. Non, mais Donc on va introduire le risque dans le débat. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de... Parce que le risque zéro n'existe pas. non, mais même dans une perspective de risque zéro, c'est-à-dire que l'idée de devoir faire le bien des gens à leur propre place et de les y contraindre est quand même assez... Enfin, je sais pas, vous avez peut-être des parents qui ont une aversion totale pour tout ce qui est médical, tout ce qui est médecine, etc. Je vois mal enfin, comment ça va se passer, quoi. Est-ce que c'est l'État qui va venir, qui va toquer, qui va forcer la mère à prendre un médicament et qui va la menacer de la mettre en prison parce qu'elle a refusé de prendre un traitement pour son enfant? Enfin, ça me paraît quand même assez irréaliste et très discutable. Ça dépend du pays. Oui, ça dépend du pays. C'est vrai qu'en Chine, c'est plus réaliste, mais... Ok. On va donner la parole. Chut, chut, s'il vous plaît. L'élévation de l'humanité, ça pourrait être un peu rattaché à l'éducation qui est obligatoire. Ça pourrait être rattaché à ça, c'est 50% d'intelligence en plus pour tout le monde. Ça serait un peu comme l'éducation pour tout le monde, faire monter tout le monde ensemble. C'est l'augmentation des possibilités de l'espèce humaine en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Si jamais tout le monde devient 50% plus intelligent, et bah, toutes les possibilités de l'espèce humaine sont limitées. Qui est en désaccord avec ça? Donc, ça serait Quelqu'un qui ralenti. n'est pas intervenu. Tu n'es pas intervenu? Ok. Je pense qu'il faut qu'on reste sur le principe, on lève la main, on parle, sinon ça va Ouais. être le bazar au niveau de la modération du temps. Est-ce de que tu parole. veux répondre à ça, Fabien? S'il vous plaît. Que le fait que les populations puissent être plus intelligentes, très bien, mais est-ce que ça légitime carrément une espèce d'ingénierie sociale où un dirigeant à l'échelle d'un pays pourrait planifier comme ça toute l'intelligence de sa population? Enfin, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est quand même je trouve ça assez délirant pour le coup d'avoir cette perspective d'avoir un gouvernement qui va planifier l'intelligence de tous les gamins et qui décrète comme ça que qu'on soit obligé d'ingérer une pilule. Enfin, ça fait quand même assez peur, quoi. Je vois pas comment on peut en fait arriver à ce stade-là sans passer par un régime autoritaire ou autre. Enfin, Que les questions soient audibles sur la vidéo, il faudra que Valentine fasse passer un micro. la Constitution, oui. Ok. On va prendre quelqu'un d'autre. Je vais donner le micro pour qu'on puisse l'entendre dans la vidéo. Fergan, j'aimerais faire un parallèle, puisqu'on parle de choix ici. Supposons que tu es malade et qu'un individu te propose une pilule en te disant « cela va te guérir ». Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends la pilule? C'est bizarre. Tu es malade, tu vas mourir, quelqu'un te dit « cette pilule va te guérir ». Est-ce que tu prends la pilule? Je vais m'informer d'abord, je pense, pour être sûr que ça va pas... Si ça marche, est-ce que tu la prends? Je pense que si j'ai des garanties comme quoi le mec n'est pas un escroc et que la pilule est fiable, ouais, je pense que je vais la prendre, a priori. Je pense avoir eu le choix. J'en sais rien du tout. Le choix au sens métaphysique du terme, j'en sais rien. Enfin, a priori, oui, enfin, je pense. C'est un peu comme le choix que tu proposes, je veux dire, entre augmenter son QI et pouvoir mieux réussir dans la vie et réussir moins bien que ceux qui n'ont pas réussi. C'est un peu la même catégorie de choix. Donc en fin de compte, je vais plutôt dans le sens pour dire qu'il faut l'imposer au niveau de l'État. D'accord. Ok. Allez. Moi, j'aurais une question pour toi. La question, c'est finalement en quoi c'est gênant si tout le monde peut y avoir accès gratuitement, puisque ça avait l'air de te gêner, et ça m'intéresse. Je crois que c'est le terme gratuit. Non, c'est le terme gratuit qui me gêne parce que rien n'est gratuit. Il y a en fait. toujours quelqu'un qui paye. Donc, c'est pas le fait que les gens le fait qu'il puisse y avoir le plus de gens qui puissent y avoir accès, bien sûr que oui. Enfin, c'est un exotique qui est tout à fait louable. Et effectivement, au fur et à mesure que les produits, que le développement économique se fait, on assiste à une démocratisation des produits. Ensuite, le terme gratuit, je ne l'aime pas trop parce qu'il occulte le fait que rien n'est gratuit, que lorsque
vous allez par exemple vous soigner ou je ne sais quoi, enfin, la sécurité sociale, c'est pas gratuit. Enfin, ce sont des gens qui sont forcés par des contributions payées, des contributions forcées à payer pour vous. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le modèle de la gratuité. La redistribution et la solidarité. Pour moi, la solidarité, c'est moins coercitif que ça. C'est-à-dire que moi, je pense que la solidarité, elle se fait sur une base volontaire et que les prélèvements obligatoires ne relèvent pas de cette base volontaire, par définition. Ok, on va prendre une autre question de quelqu'un qui n'a pas posé de question encore. Moi, c'est pas une question en fait. Son intervention. C'est, moi, je serais pas d'accord. Enfin, moi, ça me gênerait en fait ce que tu disais. Qu'elle soit accessible à tout le monde. Alors, pas pour des raisons égoïstes ou quoi, mais à mon avis, c'est une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus compliquée que ça en fait. C'est-à-dire que en voulant mettre tout le monde sur un pied d'égalité, bah déjà en fait ça éliminerait le côté naturellement inégal, on va dire, des gens d'un point de vue attention, je parle pas d'un point de vue droit, je parle d'un point de vue compétences et statistiques. Ce serait limite aller encore plus contre nature en fait, dans le sens où ouais, déjà on n'est pas tous pareils. Enfin, je dis pas on n'est pas tous. Enfin, je dis on n'est pas tous égaux si je le dis, mais pas d'un point de vue social ou d'un point de vue droit. Je parle d'un point de vue compétence ou d'un point de vue, enfin même capacité cognitive. On est tous différents. Et donc vouloir en quelque sorte imposer l'intelligence à tout le monde, non seulement ça pourrait créer des, bah c'est un équilibre qui crée en fait. En fait, j'ai du mal à exprimer ça, mais vouloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça pourrait être assez dangereux en fait. Parce que ça enlèverait une certaine diversité. Si tout le monde avait les mêmes compétences et ferait les mêmes choses en fait, comment répartir du coup, ou orienter les personnes vers différents postes d'une société? Okay. Non mais c'est pas dans ce sens-là, mais c'est une vraie question. On s'écoute s'il vous plaît, et on va laisser Fergan répondre. Alors, s'il vous plaît. Fergan, vas-y. Alors comment répondre à ça? Le fait que... Alors, il y a l'aspect que tu as évoqué, imposer une égalité à tout le monde. Effectivement, lorsque c'est fait par la force et par le haut, c'est problématique. Mais je ne suis pas d'accord. Enfin, le fait que les gens puissent... si les inégalités se réduisent spontanément du fait du progrès économique, social, machin et tout, je pense que c'est plutôt souhaitable. Enfin, après, je suis pas... je pense pas que ce soit à qui que ce soit de décréter telle inégalité, telle égalité, telle répartition des compétences. Ça se fera spontanément. C'est pas parce que les gens ont tous la même intelligence qu'ils feront tous les mêmes choses. Et puis, de toute manière, c'est pas nous de le décider. Donc, j'ai pas très bien compris ta question. Je crois que la question c'était est-ce qu'il faut imposer l'intelligence à tout le monde? Dans le débat du doit-on rendre obligatoire la pilule super intelligent? Imposer son intelligence, ça me semble assez discutable parce que, encore une fois, je vois mal comment on pourrait faire ça sans passer par un régime autoritaire qui pourrait planifier l'intelligence de tout le monde, quoi. Laurent. Ok. Laurent. Ouais. Fais de la métro. Allez, une autre question. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt l'envie de repréciser certaines choses parce que j'entends beaucoup parler d'intelligence et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui confondent intelligence et cognition, ou en tout cas amélioration de la cognition ou cognition augmentée. Voilà, l'intelligence. Aujourd'hui, telle qu'elle est décrite, même si c'est quelque chose de très difficile à déterminer, c'est un potentiel. C'est pas parce qu'on est, comme je l'ai entendu tout à l'heure, très... en tout cas, c'est pas parce qu'on a des résultats sur les courbes d'intelligence qu'on fait tout, qu'on réussit tout dans sa vie. Ça, c'est pas ça. Je vais plutôt revenir sur ce qui a été décrit par Vincent tout à l'heure dans la présentation sur l'amélioration de la cognition, la capacité à apprendre plus vite, la capacité à mieux se concentrer, la capacité à pouvoir faire plus de choses. Là, on est dans le concret, là, on est dans le pragmatique. Mais je voudrais juste vraiment refaire cette précision parce que c'est très important. Les gens ne savent pas vraiment... Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'intelligence, mais dans l'opinion publique, on pense que l'intelligence... en tout cas, que la grande intelligence, c'est de savoir tout faire et de vraiment réussir sa vie. Je tiens juste à dire qu'il y a des gens qui sont très intelligents et qui sont handicapés du fait de cette intelligence. A contrario, il y a des gens qui ont des intelligences normales selon les courbes de Wechsler, en tout cas, qui sont repris sur les échelles de QI et qui réussissent très bien leur vie. Donc attention à ne pas faire... la confusion entre ces deux éléments. Merci pour cette précision.
Quelqu'un d'autre veut intervenir? On va aller vers la gauche de la d'autres salle. questions aussi sur d'autres domaines, parce que là, je sais pas comment tu as formulé ta question pour avoir autant de mobilisation. Ok, on va peut-être prendre une intervention. Juste une dernière remarque Ouais. sur le fait que tu disais qu'il fallait absolument que ça... juste une remarque sur le fait que tu disais qu'il fallait forcément qu'on soit dans un régime autoritaire pour avoir accès à la pilule. Par exemple, pour l'imposer. Oui, pour l'imposer, voilà. Ouais. Pourtant, il me semble qu'on a bien des vaccins qu'on a lorsqu'on est gamin, qui sont, je sais pas s'ils sont obligatoires, mais je pense que tout le monde les fait, ces vaccins. De moins en moins, justement. Maintenant que tu laisses les gens parfois choisir, tu as de plus en plus de personnes qui, ayant une mauvaise connaissance scientifique... C'est un cas un peu différent, parce qu'en fait, si tu ne te vaccines pas, c'est dangereux pour les autres. Alors que si tu es... L'histoire de l'intelligence, ça ne concerne que toi-même, alors que là, c'est vrai qu'il y a une décision d'imposer le vaccin aux enfants pour éradiquer certaines maladies parce que c'est un danger pour les autres. Ok. On va peut-être... Vas-y, je sais pas si t'es intervenu déjà. Moi, la question que j'avais, c'est est-ce que à interdire, à vouloir faire des prohibitions pour des problématiques d'égalité, on ne crée pas justement l'effet inverse? C'est-à-dire que si on interdit une substance qui rend plus intelligent, donc un embryon, il va y avoir un marché noir, il y aura forcément des gens qui vont accéder au marché, et au final il y aura donc une diffusion chez les personnes donc, qui ont accès à ces marchés, donc forcément le prix sera beaucoup plus élevé parce qu'il y aura un risque, il faudra être initié. Est-ce qu'au final, c'est pas si on laisse faire, les prix vont forcément baisser parce qu'il y aura un effet scalable, et au final il y aura moins d'inégalité si on interdit que si on interdit. C'est exactement ce qui se passe avec le marché des organes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains veulent interdire la vente d'organes sous prétexte que certains riches pourraient l'avoir et d'autres pauvres non. Mais on remarque que l'interdiction c'est pire parce qu'on hausse artificiellement le prix de ces organes-là, et donc seuls les gens riches et les gens qui sont bien connectés ont accès à ces organes qui sont artificiellement rendus clandestins, et que les familles qui ont moins de ressources et qui n'ont pas la capacité d'investir les marchés noirs, surtout laissés sur le carreau. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'il disait juste les organes, interdire la commercialisation d'organes, enfin interdire est-ce qu'on peut obliger à donner ces organes? Est-ce que ça ne reviendrait pas à obliger les gens à augmenter les... Ce ne serait pas le même principe qu'obliger les gens à augmenter l'intelligence de leur nouveau-né? Je ne sais pas ta question. Faire un parallèle entre l'obligation vous parliez tout à l'heure, c'est toi qui disais il faut qu'on oblige les gens à avoir accès à cette pilule et à la prendre pour augmenter on va dire le QI. Tout le monde ait le choix. Ok, donc c'est bon. Après, pour moi il y a une différence entre les organes et une pilule, parce que une fois qu'on fait 100 pilules, on est capable d'en faire, une fois qu'il y a un process pour réaliser même une pilule, c'est pas exactement pareil, mais une fois qu'on sait industrialiser les pilules, on peut en faire 1000, on peut en faire plusieurs millions, on peut en faire plusieurs milliards, alors que les organes, il y a quand même une rareté. Pour l'instant, pour l'impression 3D, ce genre de choses, on n'arrive pas à faire des organes implantables, mais on commence à savoir faire des reins miniatures. C'est pour ça que je veux dire que l'idée d'interdire la pilule, pour moi, serait vraiment contre-productive, parce que une fois que la recherche, la R&D a été amortie, il n'y a que le process industriel à faire. Donc il y aurait peut-être qu'au début, on disait 50 millions par exemple, après ce sera 100 000, et puis après ce sera 2 centimes. Ok, on va... T'es pas intervenu? Vas-y, alors. Vas-y. Ah oui. En fait, c'est pour en revenir sur le thème du transhumanisme, déjà, mais en général, sur la technologie en particulier, vis-à-vis du fait que les États, en général, prennent la technologie qui avance d'ailleurs de plus en plus, ils en voient en fait le plus mauvais côté, du coup ils en limitent beaucoup l'usage, beaucoup la diffusion. Et je me demandais en fait tout simplement si cette peur qu'ils avaient, c'était tout simplement pas à cause du fait qu'eux-mêmes travaillaient dessus sur un terme militaire en fait. Du coup, ça dépend. Par exemple, tu regardes les cellules souches. En France, on a pris beaucoup de retard à cause de ça. C'est pas parce qu'il y a une application militaire pour autant. Ensuite, oui, il y a sûrement des technologies qui ne sont pas diffusées rapidement au grand public. Mais c'est plus, dans ce cas, à mon avis, une question de brevet et d'utilisation commerciale que vraiment d'un État stratège.
Ouais. qui va limiter ça. Vous aviez présenté tout à l'heure quelqu'un qui disait que la manipulation génétique, il prenait ça comme étant une potentielle arme de destruction massive, mais du coup, je pense aussi que eux derrière, ils étaient vraiment dessus et ont plus envisagé ça comme une arme, alors que d'autres, c'est vraiment au terme scientifique, au terme évolution, Non, c'est aussi son job. à très long terme. Non, c'est aussi le job du gars, effectivement, de limiter ça et de développer la recherche aussi pour contrer ce genre de choses. Parce qu'en plus, ça devient assez médiatique, enfin, c'est accessible à tous. Il y a un jeu, The Division, qui sort ces temps-ci, qui justement montre les réflexions qu'il y a autour de ça. Le jeu a été développé justement avec le renseignement américain pour rendre ça le plus réaliste possible. Donc, il y a des scénarios qui vont à fond sur ça, mais le côté menace plus que le côté, peut-être qu'on le garde pour nous. C'est un peu dommage pour le coup. Hein. Ok, est-ce que quelqu'un veut peut-être... Je sais pas si tu es déjà intervenu, on va prendre des gens qui ne sont pas intervenus. Tu es déjà intervenu? Pas au micro. J'aimerais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur le don d'organes, en fait. Et pour moi, donner la liberté de chacun de disposer de son corps comme il le souhaite, ça revient à dire, mais en fait, vous avez le droit de vous tuer quand vous voulez, par qui vous voulez. Et c'est pas complètement la même chose, mais en même temps, ça fait partie des discussions éthiques qu'il y a autour. Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Oui, tu as raison de faire ce parallèle. Ça marche? Ouais. Tu as raison de faire ce parallèle parce que si effectivement on part du principe qu'on est libre de disposer de son corps comme on le souhaite, ça implique la possibilité de le détruire comme si on le souhaite aussi. Et jusqu'à preuve du contraire, encore heureusement, aujourd'hui le suicide n'est pas prohibé et n'est pas sanctionné. C'est interdit? C'est pas vrai. Bah si. C'est vrai? Ah non mais je veux dire, non, je parle pas du suicide assisté, je parle du suicide tout court, enfin je veux dire. Oui. D'accord, ok, non mais merci, vous venez d'apprendre quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah mais vous venez de... déprimer un peu. S'il vous plaît. Non mais vous venez de m'apprendre quelque chose, je savais pas que le suicide en soi était une pratique interdite par la loi. Je pense que c'est tout à fait débile. Parce que, d'une part, va sanctionner ça. Et ensuite, je pense que les gens doivent être libres de choisir leur vie et leur mort, quoi, c'est tout. Ok, on va laisser répondre peut-être. Juste pour reprendre un exemple qu'on m'a cité juste il y a un quart d'heure, de cet Allemand qui avait posté une annonce, je souhaite manger quelqu'un, et il y a quelqu'un qui a répondu oui, je souhaite que tu me manges. Il a été condamné pour meurtre. Et pourtant, ils ont chacun été libres de ce qu'ils voulaient faire. Celui qui s'est fait manger a été libre de ce qu'il voulait faire de son corps. Donc, on aurait pu faire une question avec ça. Non seulement le suicide, mais en plus la liberté de se faire tuer par qui on veut. Je m'attendais pas dans une conférence transhumaniste à ce qu'on parle de cannibalisme. C'est vraiment super important parce que vous avez dit que c'était un des freins. Je suis mal à l'aise avec les micros. Vous avez dit que c'était un des freins principaux justement au transhumanisme, c'était ce problème de la liberté de disposer de son propre corps. Ouais. Mais il faut aussi se poser la question de pourquoi on n'a pas cette liberté-là aujourd'hui en termes de gestion étatique et gestion de population. Pourquoi on n'a pas ce droit-là? Et ça soulève un questionnement qui va au-delà de ce dont on parle aujourd'hui, qui est la question de l'endoctrinement. Aujourd'hui, on voit très bien comment ça se passe sur Facebook. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, ce matin même, je vois un truc tout simple. Ils ont dit, si vous mettez dièse 911, il va se passer un truc sur votre Facebook. 250 000 personnes ont mis dièse 911. C'est un truc tout simple. C'est pour vous dire... La question de l'endoctrinement, elle existe profondément, la manipulation existe profondément. Et vous qui êtes partisans justement de ces libertés-là, comment on pourrait faire pour gérer des États, gérer des populations énormes de 7 milliards de personnes si chacun est libre de droit? Comment s'organise la pédophilie? Comment s'organise tout le reste? À partir de quel âge on est en droit de disposer de son propre corps? Vous voyez, c'est énormément de questions. Vous avez l'air d'en être partisan. Moi, j'ai du mal à y comprendre comment on peut en être partisan aussi facilement. Okay. En fait. Non, mais c'est pas parce que déjà il n'y a pas d'État, comme on parle Fergan, que ça veut dire qu'il n'y a pas de morale ou d'éthique naturelle. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi étatique qu'il n'y aura pas déjà de la pression sociale sur pas mal de choses. Donc faut pas non plus croire que ça va être non plus sauvage, quoi. Mais plus on met de limites, plus la population est con aussi. C'est un problème. Non mais tu évoques un truc qui est effectivement compliqué, c'est-à-dire effectivement des gens qui ne sont pas forcément... Après, sinon, si on leur donne la pilule qui deviennent plus intelligents, après, on peut leur laisser la liberté. Mais après, je pense pas que ce soit une question d'intelligence, mais je crois pas que on est toujours influençable. C'est vrai que les gens qui sont très influençables et c'est un véritable problème. Je pense cependant que le fait, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il faut travailler sur ça, à part, qu'il faut faire plus de pédagogie, plus de
machin, mais je pense pas que ce soit un prétexte pour justifier une centralisation de notre corps, quoi. Ce sont des dangers qui existent, effectivement, ça existe. Après, est-ce que la législation est un frein à cela? Je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question pour être franc. Mais je pense que c'est une question de pédagogie qui est indépendante de la possibilité de disposer de son corps comme on le En gros, voudrait. pas de blanc et de noir, faudrait trouver un bon gris, quoi. C'est ça. Pardon ? Faudrait trouver genre un juste milieu entre liberté et justement non-liberté, quoi. Pour que, Un juste milieu, je sais pas, moi je suis plutôt pour qu'une radical. personne qui a mais, 3 ans ne puisse pas dire je suis tombé amoureux d'un mec de 50 ans et qui couche ensemble, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. J'ai pas entendu qui ça? Non, bref. Vaut mieux ne pas Ok, entendre on parce que c'est va- horrible. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais Fanny, tu te projettes tu vas un peu, intervenir imagine depuis un mec de 500 ans avec quelqu'un justement qui a 20 ans, qui a aussi des questions comme ça. Mais là, on parle d'hypothèses de gens qui sont majeurs, qui ont toute leur tête. Effectivement, les enfants, c'est une autre affaire. On peut très bien, mais. Non, mais moi je rebondis juste sur la question de l'âge. Alors déjà juste l'éthique naturelle, faut me dire ce que c'est naturel, je comprends pas trop moi. Surtout moral naturel, ça me parle pas du tout. Mais bon, c'est pas la question là, la question de l'âge, ça pose plein de questions. Tu parles de majeur et toute sa tête, mais la majorité elle est pas la même dans tous les pays. Mais en fait, il y a des vraies questions juridiques qui se basent sur une culture, et la culture, ça c'est pas naturel, ça se construit au fur et à mesure. Tout à l'heure on parlait de société, c'est ça les vraies questions. Oui, un enfant de 3 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il peut tout comprendre du fonctionnement de son corps? On parle aujourd'hui, on distingue la majorité sexuelle de la majorité civile, enfin civique, pour voter, etc. Elle est plus jeune. Pourquoi on considère que c'est 15 ans en France? Ailleurs, c'est autre chose. Le rapport au corps, tout ça. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour la pédagogie. Et je suis fervente, je serais plutôt pour dire un maximum de liberté individuelle. N'empêche qu'il y a des questions éthiques et qui ne sont pas naturelles, pour le coup, qui se posent. Et c'est ça, finalement. Est-ce qu'il y a une réponse qui est apportée dans une pilule, le transhumanisme, rendre les gens plus intelligents ou plus conscients de je sais pas quoi? Et c'est peut-être ça la vraie question, la dernière question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il y a une réponse est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui apportent des réponses technologiques à ces problématiques-là, qui sont réelles, comme celle de l'inégalité? Comment on donne accès aux gens? Parce que c'est mignon de dire ouais c'est trop bien, mais c'est encore les privilégiés qui vont avoir de nouveaux privilèges. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Ok, quoi. deux choses. Quand tu parles d'éthique naturelle, effectivement, tout n'est pas naturel dans l'éthique. Bien évidemment que tu as de la culture. Ça me surprend que Laurent n'ait pas parlé de ça, mais un reportage sur Arte, donc, qui parlait de l'altruisme naturel, tu vois, qu'il y a des bases, quoi. C'est pas parce que, on va pas s'entretuer juste parce qu'il n'y a pas l'État, quoi. C'est pas comme le film The Purge, La Purge en français, je crois, du coup, ils sont pas foulés pour la traduction. Il n'y a pas à être, à mon avis, aussi négatif. Et attends, c'était quoi déjà la deuxième partie du coup que tu as dit? Ah oui, les inégalités. Typique, oui, alors à partir de quel âge on considère que. Parce que les libertés imposent le fait qu'on est conscient de les avoir, qu'on a un rapport. Être propriétaire de son corps, c'est aussi d'avoir conscience de son corps. Ça, c'est une question, si je peux me permettre, c'est juste une question qui ne relève pas de notre compétence. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on part du principe qu'on parle des cas où effectivement on est face à des adultes qui ont toute leur tête. Après, ce sont les États qui décident de ça. On peut toujours discuter sur la pertinence de tel ou tel âge limite pour considérer la majorité sexuelle. C'est une question qui, là, on se borne à considérer les capables. Donc, les capables, est-ce qu'il faut interdire aux capables d'utiliser leur corps comme ils le souhaitent? Je pense que la réponse concernant les capables est que les capables doivent être libres de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Après, pour les incapables, c'est une autre question. À partir de quand on est incapable, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une utopie dès le départ, en fait. Hein? J'ai l'impression que vous vous basez sur une utopie. Non, mais je veux dire aujourd'hui. Qui n'est pas capable? Est-ce qu'une personne faible psychologiquement qui a subi des traumatismes et qui se fait en d'autres. On a aujourd'hui des mécanismes de tutelle, de curatelle, etc. On considère que telle personne qui est psychologiquement atteinte, etc., peut être placée sur un régime de tutelle. Bon, bah, elle est incapable, très bien. Donc ça ne s'applique pas à cette personne-là, pourquoi pas? Là, on parle vraiment aujourd'hui, on reconnaît la capacité de certaines personnes. Tout le monde n'est pas incapable selon la législation. On a des engagements, on doit les tenir, etc. On va en prison lorsqu'on commet un crime à partir de X âge. Bon, bah, les catégories de personnes qu'aujourd'hui on considère capables, je considère qu'il n'y a pas lieu à interdire d'utiliser leur corps comme on leur semble. Ok, on va prendre l'intervention de quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Il y a des pilules qui existent pour. Moi, j'aimerais bien revenir sur sur le transhumanisme et sur la manière de à quel moment un homme où est la frontière entre un homme et une machine. Waouh. À quel moment de modification on considère qu'un homme est un homme ou est plus devenu une machine cybernétique? Ou est-ce que
Moi j'aime bien une approche à Ghost in the Shell, c'est genre cyborg à 10%, 15%, et tu as une échelle arbitraire, mais ensuite les gens vont peut-être se définir comme ils veulent, un peu comme le genre actuellement. Bah, il y aura peut-être la même chose sur le rapport à notre corps, comment est-ce qu'on se considère, est-ce que je suis encore humain, même si, je sais pas, j'ai qu'un cerveau encore biologique, ou est-ce que pour moi déjà avoir une jambe artificielle, c'est... Je suis plus humain. Et À mon avis, inversement, est-ce qu'une machine peut devenir un homme? Est-ce que tu peux simuler? Oui, ça Ouais, va dans les peut-être. deux sens. Ça me semblerait pas absurde. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Qui n'est pas encore intervenu? Ok, bah, vas-y. Moi j'ai une question de prospective. C'est imaginons donc on est, je sais pas, on va dire on va être optimiste dans un siècle, l'espérance de vie est de 1000 ans. Est-ce que vous pensez que la majorité sera toujours à 18 ans ou est-ce que ce sera pas Et l'âge des à retraites. 180 ans ou Ah, ça dépend du pays, parce que là en plus on est vachement franco-centré, mais tu auras à mon avis de tout. Ouais. Est-ce que tu auras encore des démocraties dans 100 ans? Est-ce que avec Donald Trump et ce genre de choses, va savoir. Ah, la prospection est toujours difficile. J'ai aucune idée pour le coup. Bah, c'est l'avantage des libertés individuelles, justement, c'est de laisser les populations un peu s'autodéterminer, voir ce qui apparaît. En gros, la question de fond, c'était de revenir sur la capacité, c'était de se dire, tiens, est-ce que quand on aura 1000 ans d'espérance de vie, on ne va pas considérer, tiens, on est vraiment adulte, on est vraiment mature à partir de 100 ans, à partir de 200 ans, et au final, est-ce que c'est pas... Le droit de boire de l'alcool qu'à partir de 250 ans. Ouais, alors l'alcool, non. Ok, on va prendre... Vas-y. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais en fait, ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. On souhaite augmenter l'espérance de vie des hommes, alors qu'on a déjà énormément de problèmes de surpopulation sur la planète. Comment on va faire pour gérer les ressources, Non, l'eau, les trucs naturels? Est-ce qu'on va en avoir assez pour tout le monde? Merci. Fergan, est-ce que tu veux répondre à cette question? La surpopulation, c'est quelque chose qui a plusieurs siècles maintenant. C'est Malthus, à chaque fois, on prédisait une catastrophe démographique. Et on observe qu'aujourd'hui, la pauvreté elle diminue en même temps que la population augmente. Que les gains de productivité permettent de nourrir de plus en plus de gens avec des ressources de mieux en mieux utilisées. Donc non, la surpopulation, je ne crois pas un seul instant. Puis il y a encore des frontières à conquérir, quoi. S'il vous plaît. Oui, avec la méthode de production actuelle, avec la méthode de 2016, enfin la façon de vivre, effectivement, peut-être que le monde de 2100 ne pourrait pas exister. Mais il y a maintenant de l'agriculture verticale, on peut imaginer plein de choses, les steaks OGM, enfin faits en laboratoire, du coup, pour nourrir plus de population. Enfin, il y a tellement de choses, même niveau territoire. Il y a le seasteading, donc mettre des villes flottantes sur les océans, mais peut-être conquérir le fond des océans, si Elon Musk y arrive, Mars. Il y a tellement de choses encore à découvrir que je m'en inquiéterai pas tout de suite de surpopulation. Mais en termes de qualité de vie des hommes, par exemple, en Chine, ils se marchent dessus, quoi. Demande aux Chinois s'ils se marchent dessus. On va pas en plus les faire vivre jusqu'à 200. C'est la même densité que la France, la Chine. Et c'est donc assez faible. Ouais, mais dans les grosses capitales. Ah oui, ça Il y aura peut-être plus de grandes villes, je sais pas. À Shanghai, je suis d'accord avec toi, mais bon. Comme on se concentre à Paris aussi. La Chine en entier a la même densité que la France, qui est un pays très peu peuplé. Et c'est juste qu'en Chine, il y a énormément. Au niveau technologique, le problème de surpopulation, il n'est pas encore d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies qu'on n'a pas encore sorties, comme par exemple le biomimétisme. Si jamais on travaillait un petit peu plus là-dessus, on se rendrait compte qu'il y a énormément de choses que si on les industrialisait, elles seraient beaucoup plus simples et on pourrait faire énormément de trucs. Renseigne-toi un peu sur le biomimétisme, c'est un truc qu'on ne fait pas encore. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir les rapports qu'il pourrait y avoir entre transhumanisme et biomimétisme. Est-ce qu'on regarde un petit peu ce qu'il fait dans le monde animal? Est-ce que Vincent, tu... Niveau modification génétique, déjà, il y a pas mal de choses. Ensuite, le biomimétisme, c'est pas forcément transhumaniste en soi, mais ça a un impact énorme sur plein de technologies, oui. Et pour ce qui est de l'avenir, j'aurais tendance à dire, sur population ou autre problème, on peut aussi compter sur les nouvelles générations qui, elles, auront été éduquées dans ce monde-là, enfin, qui auront grandi avec Internet, avec une meilleure éducation, et trouveront des idées. Ok, tu veux intervenir depuis longtemps? Non? Celui qui a la cravate. Bah, même micro, ouais. Vous dites que c'est pas des questions immédiates, par exemple les questions pour la surconsommation, la nourriture, tout ça. Mais il y a des problèmes. C'est pour la caméra. Enfin, faut voir la transition entre les deux modes, on va dire, mode de vie et les deux modes de consommation, parce qu'actuellement c'est un problème, la surpêche, la surconsommation, ou même le réchauffement climatique. Une très grande partie des gaz à effet de serre, c'est pas les voitures, c'est pas le pétrole, tu vois.
c'est les vaches. C'est les pelles des vaches qui contiennent du méthane. Non mais, non, mais Ok. Ok. mais c'est ça la plus grosse. Ok, prenons le problème à l'envers. Est-ce que, parce qu'il y a des problèmes actuellement, il faut qu'on reste à ce niveau-là et qu'on ne touche plus à rien parce qu'on se dit c'est déjà trop dramatique? C'est pas par rapport à ça, évidemment que je ne peux pas rester à ce niveau-là. La question c'est que vous semblez avoir une confiance aveugle en ça va bien se passer par la suite. Parce que vous avez dit, je pense pas que c'est une question qu'on doit se poser pour le moment, mais c'est une question qui actuellement pose problème. Donc, Non, mais c'est juste. la poser, du coup. Mais vu qu'on n'a pas forcément d'idée pour régler ça durablement, ça sert pas à grand chose. Enfin, pour moi, ça fait un peu penser aux questions d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles vont vouloir tous nous tuer? On n'a pas les éléments. Attendons de voir, enfin, faisons des recherches et voyons comment ça se développe. Quant au problème de la surpêche, ça vient du fait que les poissons appartiennent à tout le monde, et donc tout le monde a intérêt à l'épuisement de la ressource avant les autres. La surpêche, un problème de tragédie bien commun. Surtout pas détruire les vaches, les poules, etc. Et donc, c'est surtout pas Ah, une mais, la surconsommation aujourd'hui, c'est un problème du fait de l'inexistence de mécanismes de prix sur telle ou telle ressource qui ne permettent pas de gérer l'offre et la demande. Lorsque vous avez des mécanismes de prix qui sont effectifs, vous avez lorsqu'une ressource devient rare, son prix augmente, donc ça décourage l'utilisation de la côte de... Peut-être prendre l'exemple des bisons. Les bisons? Les bisons? Non. Bah si, pourquoi pas. Aux États-Unis, les bisons étaient en voie d'extinction il y a quelques siècles de cela, parce qu'effectivement, on n'avait pas de mécanisme de prix, ce qui fait que ni de mécanisme de marché qui permettait de protéger la ressource et de gérer son utilisation, sa consommation par rapport à sa production, sa reproduction. Et une fois qu'on a finalement, entre guillemets, privatisé les bisons et qu'on a mis en place des mécanismes de prix, on a jugulé le risque de pénurie de bisons parce que les prix permettent de coordonner l'offre et la demande. Donc le problème des poissons, c'est qu'on a aujourd'hui des mécanismes de prix qui n'existent pas et qui ne permettent pas de réguler efficacement l'offre et la demande. Donc une fois que les mécanismes de prix sont en place, vous ne pouvez pas avoir de pénurie de ressources. Ok, on peut... Tu veux intervenir? Non, c'est pour l'enregistrement en fait, le micro, que si d'autres personnes regardent, qu'ils comprennent un peu à quoi on répond. On a tous eu une expérience avec un steak ou un légume absolument fabuleux venant d'un petit producteur et comparer ça à la même chose venant d'un supermarché, de la surproduction, et on a tous vu la différence de goût entre les deux. La question, c'est plus, non pas de l'augmentation de l'humain, mais de la diminution de l'humain à cause justement de cette industrialisation massive. Parce que en industrialisant les choses, on diminue leur diversité. En faisant pousser les tomates hors sol par millions, on diminue leur diversité et la différence de goût. Et nous, en expérimentant plus, toutes ces différences, on perd des qualités de notre humanité aussi. C'est ça la question. À quel point on s'appauvrit justement en industrialisant et en essayant d'enrichir l'humain. Mais là, je peux répondre à cette question. En fait, ça vient pas du phénomène de l'industrialisation. Ça vient du fait que, par exemple, pour les plantes, aujourd'hui, tu as un catalogue qui est contrôlé au niveau européen et que les exploitants ne peuvent pas décider d'échanger entre eux, ne peuvent pas décider du type de semence. Donc, ça vient pas du phénomène, enfin, du fait que ce soit une industrie, ça vient du contrôle de l'État, pour le coup. Tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a un problème de diversité, mais il faut aussi se rappeler le fait que l'agriculture est peut-être le domaine le plus planifié en Europe et que c'est cette planification qui aujourd'hui... Oh, je suis pas sûr du tout. Aujourd'hui, elle est ultra planifiée. Regarde ce qui se passe. Mais regarde ce qui se passe avec la Nouvelle-Zélande qui, elle, a cessé avec la planification de l'agriculture, qui a libéré son agriculture. On n'a pas ces problèmes d'uniformisation, on a une agriculture productive, diversifiée, etc. On n'a pas ces soucis-là lorsque les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a effectivement une agriculture qui est planifiée avec des subventions. On fait pousser des maïs là où c'est pas adapté parce qu'on sait que le maïs, ça rapporte plus. Enfin, totalement délirant. Enfin, mais tout cela est dû à un contrôle centralisé de la production agricole. Bah, l'espèce qui est plus rare, elle vaudra plus sur le marché, non? C'est l'espèce plus rare qui apporte la diversité dans le marché. Oui, mais si l'espèce est plus rare, c'est qu'elle est plus chère. Donc si elle est plus chère, il y a une incitation à... Ah, si elle est plus rare, elle est plus chère. Si elle est plus chère, il y a plus d'incitation à la cultiver. Enfin, tout ce qui est rare et cher, pas forcément. Oui, en fonction de l'utilité aussi, effectivement. Si tout le monde s'en fout de ta plante alors qu'elle est rare, bon bah... Non mais ça dépend des consommateurs aussi. Enfin, si les consommateurs veulent plus de diversité, eh ben, il y en aura plus. Si tu es d'accord pour ne manger que du maïs, il y aura que du maïs. Ça dépend pas que des producteurs, ça dépend aussi de la demande. Aujourd'hui, il y a une énorme demande pour la diversité. Ok. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas intervenu... Attends.
Je me sens un petit peu mal de revenir sur la pilule, mais j'ai attendu trop longtemps avant de pouvoir parler. Le seul truc, c'est que je vois pas du tout en quoi ça changerait si tout le monde devait la prendre. Parce que si on se rappelle bien quelques cours de physique, un potentiel est défini à une constante près, mais la différence de potentiel va annuler la constante. Donc la différence de potentiel... J'ai arrêté la terminale S il y a 5 ans, donc je peux... Comment? Vas-y, continue. Je parle pas assez fort. Ouais, précise ton Un idée. potentiel, il est défini à une constante près. Donc si la constante est élevée, bon, on dit 50% de plus, c'est cette constante-là qu'on va ajouter. Si maintenant on fait une différence de potentiel entre deux personnes, cette constante, elle va partir. Donc il y aura toujours la même différence de potentiel. Enfin, il y aura les mêmes inégalités. Je comprends pas du tout. Ce qu'il dit, c'est que C'est si pas on tout le monde augmente qui arrive au l'intelligence de même tout le monde de niveau, c'est 50%, toutes les inégalités vont aussi augmenter. Voilà, donc il n'y a rien qui change. D'écraser les autres. Le rôle de l'intelligence, c'est d'abord de découvrir de nouveaux ordinateurs, de nouveaux gènes. La question est peut-être, est-ce qu'on peut modéliser l'intelligence avec des constantes? Je sais pas. C'est assez non linéaire comme truc, mais... Ouais, il y aura pas de diminution. Enfin, je vois pas où la diminution se fera. On ira plus loin, on ira plus vite. Mais il y aura. Même si moi au départ je suis moins intelligent que toi, si on s'augmente tous les deux de 50%, bah, je pourrais peut-être faire plus de choses que je pouvais faire avant. Mais je me dirais, mais je suis toujours aussi. Ça, on est d'accord. moins Mais intelligent est-ce que ça légitime pour autant une autorité centrale qui va imposer à tout le monde d'augmenter son intelligence? Non, non, pas du tout. Mais je vois pas ce que ça changerait en fait. Parce qu'après la génération qui aura vécu ça, bah. Tout le monde sera au même niveau. Il y aura toujours la même différence de potentiel. C'est un point qui n'a pas été soulevé, effectivement. C'est voilà. intéressant. C'est les faiblesses de la question. Le problème, c'est que s'il s'avérait. Alors, si vous êtes tous les deux obligés de la prendre, s'il y a un problème et que c'est mortel, vous êtes morts tous les deux. Alors que s'il y en a qu'un des deux qui la prend, eh ben, il y en a un des deux qui survit. Tu prends en compte le risque. Intéressant. Oui, c'est l'avantage aussi du coup d'avoir des bêta-testeurs, on va dire, niveau adoption des nouvelles technologies. Mine de rien. C'est qui a fait les frais des Google Glass, c'est ceux qui étaient prêts à y mettre $2000 ou des choses comme ça. Niveau technologie, même médicale, tu peux imaginer la même chose, quoi. C'est pareil avec la chirurgie esthétique ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui a fait les frais? C'est ceux qui étaient prêts à mettre de l'argent, enfin payer cher dès le début. Il y aura sûrement la même chose après, quoi. Même sur des pilules comme ça. Ou... C'est bien que tout le monde prenne pas en même temps, quoi. Avec les body hackers, en fait, qui prennent des risques quand même assez forts. Il y a quelqu'un qui s'est fait injecter un produit dans les yeux pour pouvoir voir la nuit. Pareil avec les body hackers, il y a un body hacker qui s'est mis un produit dans les yeux pour voir la nuit. Il a pris un risque, il l'a assumé. Bon, a priori, je crois pas qu'il ait eu de problème. Et le fait que ce soit entre guillemets validé chez un être humain peut laisse d'autres possibilités. Est-ce que le consentement était éclairé, libre Ouais, c'est lui qui a fait le test. Ok. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Ouais. Merci. Et en fait, moi, c'est plus une réflexion. On parle de transhumanisme. On ne peut pas éloigner ça du contexte social, économique dans lequel ça va évoluer. Or, j'ai l'impression que ce que au moins certains d'entre vous envisagent, c'est que le développement de ces technologies se fasse dans le système actuel et qui est du capitalisme ultralibéral tel que on le connaît depuis le milieu du siècle dernier, quoi. Et en fait, si on se met à acheter des augmentations, on arrive à un moment où on ancre dans sa chair le fait que on a ces inégalités, on est au service du marché, si vous voulez. Au début, le marché était au service de l'homme, et ce qui s'est passé au siècle dernier, c'est que l'homme est arrivé à être au service du marché. Et est-ce que ces technologies-là ne feraient pas que d'amplifier, voire matérialiser ce principe-là? Est-ce que Je vais répondre, moi. Est-ce que l'homme transhumaniste est au service du marché? Quand on dit qu'il faudrait, par exemple, que ces innovations se fassent dans le contexte actuel, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, d'une part, pas mal de réglementations, pas mal de législations induisent des inégalités en raréfiant artificiellement la production de tel ou tel médicament. Il y a deux dossiers que j'aime bien étudier, moi, que je suis passionné de ça, c'est les brevets pharmaceutiques d'une part, et tout ce qui est autorisation de mise sur le marché. Et effectivement, aujourd'hui, si on garde ce système de propriété intellectuelle qui raréfie l'offre et engendre des surcoûts artificiels
concernant les technologies, on va avoir des problèmes d'injuste inégalité pour le coup, parce que ce sont des mesures privatives de liberté qui ont induit ces inégalités-là. Et donc, si tu veux avoir une concurrence beaucoup plus forte pour avoir des produits avec un prix le plus bas possible, pour pouvoir ensuite démocratiser ces technologies et faire en sorte que cela se diffuse le plus rapidement possible, il faut une situation de concurrence respectée. Cette concurrence-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que dans le domaine médical, tu as plein d'entraves à la libre concurrence, on l'a dit, les brevets pharmaceutiques, la propriété intellectuelle, les autorisations de mise sur le marché des médicaments, qui fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là, en Amérique, un mec qui a réussi à acheter les droits d'une pilule et qui l'a augmenté ensuite pour... pourquoi le mec a réussi à faire ça? C'est parce qu'aux États-Unis, la FDA, la Food and Drug Administration, contrôle et réglemente le marché des médicaments aux États-Unis et a pu imposer des législations protectionnistes qui a permis à ce producteur-là d'avoir un monopole et donc de d'osser artificiellement le coût des substances médicales pour un truc qui coûtait moins d'un dollar en Inde. Donc, c'est surtout qu'il était le seul producteur, parce que je crois qu'il y avait la possibilité de faire des il génériques. n'était pas le seul producteur. C'est-à-dire qu'à l'échelle du marché mondial, il y en avait plein. Simplement, ils n'avaient pas le droit de mettre leurs produits sur le marché américain à cause de législations débiles. Et donc, là encore, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la concurrence soit la plus ouverte possible pour pouvoir permettre aux individus d'avoir accès aux produits de la manière moins chère possible, quoi. Et est-ce que les licences libres, au sens, comme l'équivalent de l'open source, du logiciel libre, on va dire, pour les formules par exemple pharmaceutiques, est-ce que ça pourrait pas être une solution justement à ce niveau-là? Ça peut être une solution, mais moi je pense que le plus simple et le plus juste, ce serait d'abolir la propriété intellectuelle. Ouais, mais tu as deux problèmes avec ça. C'est déjà, pour faire une molécule, tu vas délérer, tu vas mettre beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt du coup à mettre des licences libres sur ça? Il y en a sur certaines technologies, quand tout le monde y gagne. Par exemple, le Tesla qui a mis ses brevets en open source, parce qu'ils avaient un intérêt, puisque le marché, si ça se développait chez les concurrents, ça se développait chez eux aussi. Mais dans la pharmacie, c'est déjà c'est très différent. La pharmacie, il y a un souci dans la mesure où tu as plein de surcoûts qui sont imposés en amont avec le principe de précaution et toutes les procédures de mise sur le marché. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tu as plein d'interférences alors qu'on pourrait avoir un marché plus compétitif et donc beaucoup plus avec des prix beaucoup plus bas, quoi. Oui, les procédures de la FDA actuellement, pour faire un médicament, c'est à peu près 5 milliards de dollars de développement et 10 ans pour arriver sur le marché. Rien n'est plus faux que cette idée selon laquelle il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Au contraire, si tu prends effectivement ton portefeuille comparé à celui de Liliane Bettencourt, tu vas trouver que les inégalités sont absolument monstrueuses. Mais finalement, si tu regardes sa vie par rapport à la tienne, elle est finalement assez peu différente par rapport à un chômeur d'ailleurs payé à ne rien faire. C'est un petit peu la même chose, disons, que la vie de Bettencourt. Et si tu regardes des critères qui ont une valeur extrême, comme par exemple la mortalité infantile ou la durée de vie, tu te rends compte qu'aujourd'hui tout le monde, ou presque, alors évidemment il y a des gens qui sont terriblement malheureux de ce point de vue-là, disons, mais nous tous dans cette salle, on va avoir une espérance de vie d'une centaine d'années, disons, 80 ou 100 ans, comme Liliane Bettencourt exactement, je dirais à quelques mois près. C'est quelque chose qui ne pouvait pas s'envisager il y a seulement 100 ans, et c'est grâce au capitalisme qu'on a cette égalité absolument formidable dont plus personne n'a conscience, et c'est ça qui est terrible. Liliane Bettencourt, elle aurait beau dépenser 10 milliards de dollars, son iPhone ne serait pas supérieur au tien. Elle ne peut pas faire mieux avec 10 milliards de dollars que ton iPhone. Donc on se retrouve avec une égalité entre Liliane Bettencourt et toi qui n'a jamais été atteinte à aucun moment de l'histoire de l'humanité, et c'est grâce au capitalisme. Oui, j'ai pas attaqué Merci le de nous rappeler capitalisme. J'ai pas attaqué le capitalisme. Je ne nie pas que le niveau a augmenté. Ce que j'attaquais, c'est sa dérive ultralibérale. C'est pas pareil. Dérive ultralibérale qui date de Nixon et compagnie. Ok. Tu veux intervenir? Oui. Oui. Pareil. Ok. Je voulais savoir. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça, parce que ça... Moi, je voulais surtout savoir, par exemple, au point de vue légal, si j'achète une prothèse, comment ça se passe la garantie? Tu vois avec le constructeur. Oui, par exemple, parce que le constructeur a tout avantage à te mettre une bonne garantie, parce que si elle casse au bout d'à peine 2 mois et que tu dois en racheter une autre, tu changeras peut-être de marque. Oui, mais si ma vie en dépend de cette prothèse. Là, on en revient au mécanisme de responsabilité pénale. Un producteur qui produit un truc défectueux et qui a coûté la vie de ses patients, procès. Enfin, je sais pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque vos médicaments sont défectueux et qu'il y a des effets qui n'ont pas été et qu'il y a des risques qui n'ont pas été mentionnés, par exemple sur la notice, et qu'effectivement je prends un médicament contre la grippe et je crève parce que le laboratoire doit être poursuivi en justice pour les dommages causés au truc. Il y a eu le cas des prothèses mammaires.
Oui, C'était bah, ça si. D'accord, mais on les avec a un- aussi ces instruments de responsabilité pénale. Alors peut-être les perfectionner, mais le principe selon lequel celui qui fait n'importe quoi doit payer ou doit aller en prison pour avoir tué, pour avoir machin, ça ce sont des instruments juridiques dont on dispose aujourd'hui. Mais avec un tel risque légal, est-ce que c'est pas justement, ça freine pas du coup le progrès des technologies, biomécaniques? Ah, tu peux faire confiance à certains body hackers ou bouya hackers pour qu'ils testent de leur côté ce genre de choses, avec les risques qui vont avec. Enfin, on voit par exemple certaines prothèses actuellement. Il y a un handicapé, je crois qu'il est rennais, Nicolas Huchet, qui fait une prothèse imprimée en 3D, il développe ça. On peut espérer que justement tu aies ce genre de communauté qui teste des choses de son côté pour qu'il n'y ait pas que le commercial et les risques légaux, mais déjà que tu aies d'autres personnes qui prennent certains risques et qui explorent le chemin. Donc. Ok, on va prendre une dernière question. Sachant qu'après on va normalement se voir dans un il est bar peut-être pas pas loin intervenu. pour continuer la discussion pour ceux qui veulent. Ouais, on va je Jusqu'à vais préciser ça. pas d'heure. Donc bonsoir, je travaille sur l'intelligence artificielle et du coup j'aimerais avoir votre avis sur le... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk, mais il a récemment monté une association OpenAI pour que toutes les intelligences artificielles soient en open source. Donc en gros l'idée c'est que tout le monde soit augmenté avec l'intelligence artificielle, comme ça il n'y aura plus de différence, enfin il n'y aura pas de quelqu'un qui aura accès à l'intelligence artificielle plus que les autres. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre, alors que ça reste potentiellement une arme Lui, il a dangereuse, aussi comme- peur du coup de l'intelligence artificielle malveillante, genre Terminator. Non, sans parler de malveillance. Bah, à la base, OpenAI, il y a aussi ça, quoi, quand même, qui a été lancé. Ah, juste pour augmentation, bah. Je vois pas Il n'y a où pas est de le... coercition, il n'y a rien. Donc Je vois pas où est le c'est cool. S'il n'y a pas de contraintes exercées sur qui que ce soit, je vois pas où est le problème. Enfin, je veux dire, Ça les fait gens un qui acteur peuvent- supplémentaire, c'est cool. À une technologie. Bah, Mais pourquoi justement, pas c'est cool. Si t'en as qui veulent mal l'utiliser, bah, tu auras tous ceux qui peuvent l'utiliser bien, et finalement, ça va se compenser. Comme les antivirus et les virus, c'est... Oui, que les gens, qu'une technologie soit démocratisée, je vois pas où est le souci. Enfin, je veux dire, si les gens peuvent satisfaire leurs besoins grâce au progrès technique, pourquoi pas. Après, une technologie en soi n'est pas mauvaise ou bonne, c'est son utilisation qui va déterminer les problèmes auxquels on va être confronté. Mais, Ok, merci, ce sera le mot de la fin. Ceux qui veulent continuer la discussion,